Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce Lucarne américaine, il est 22 h ou presque, on y est presque. Et c'est donc le rendez-vous traditionnel ou pas du lundi soir, je dis ou pas parce que c'est un petit peu décousu ces derniers temps. Et d'ailleurs je pense que ça va être le dernier de l'été parce que à suite je vous expliquerai, mais il y a un programme assez chargé à partir de dans 15 jours, 3 semaines, hein, avec la Leagues Cup où il y aura des matchs à peu près tous les soirs. Donc ça va un petit peu bousculer les plannings et tout. Donc je pense qu'on laissera reposer tranquillement les lucarnes américaines et on les reprendra une fois que les choses seront revenues sur des rythmes habituels. Je le disais donc, on est lundi soir, il est presque 22 h. C'est donc le rendez-vous, le moment pour faire un petit peu le tour des Amériques. On va rester beaucoup plus au nord, central et Caraïbes ce soir. Si vous avez suivi sur les réseaux, vous savez qu'on va parler de beaucoup et que de la Gold Cup. C'est un spécial débrief de la Gold Cup. Je vais saluer ceux qui sont avec nous dans le chat parce qu'on est en direct sur Twitch. Je le dis pour ceux qui regardent cette émission en replay ou qui l'écoutent en replay. Vous pouvez venir, c'est en direct les lundis à 22 h. Salut à Chidenou, à Nacio, à Kylian, à Nostromo, à Romano, à Red et à Isa Noé qui sont déjà présents dans le chat. Voilà, je le disais, on va faire un petit tour tranquille de la Gold Cup. On a pris un petit peu le temps. Salut à Nir aussi qui vient d'arriver et on va débriefer cette compète qu'on a suivie dans l'intégralité. On a fait pas mal de soirées à regarder des matchs qui étaient disponibles gratuitement sur YouTube. C'est important d'insister là-dessus parce que c'est du foot gratuit et légal. Donc c'était plutôt pas mal. Et donc on va consacrer cette émission-là à revenir. On va essayer de tirer les grands enseignements. Vous imaginez qu'on va pas faire équipe par équipe parce que là sinon on y est jusqu'à encore demain matin. Et c'est pas trop l'idée non plus. Faut pas que ça soit non plus un petit peu trop assommant. Donc j'ai essayé d'un petit peu d'angler les choses. On va en parler dans un instant. Le temps pour moi de saluer Paul et qui vient d'arriver aussi. Et puis voilà, on va donc tranquillement débriefer cela. Je ne vous ferai pas de Golasso Hello dans cette émission cette semaine pour une raison toute simple, c'est que je pense que je ferai un autre petit live dans la semaine. Enfin, il y en aura d'autres, mais je ferai autre chose et on regardera quelques images et quelques buts. J'en ai sélectionné quelques-uns et je vous avoue que ça commence à être un petit peu compliqué entre guillemets pour les Golasso Hello parce que l'idée c'est qu'ils soient aussi faciles à voir pour tout le monde. Et donc présent par exemple sur les réseaux sociaux, quand je fais le sondage, c'est sur Twitch. Et je me suis rendu compte que l'Argentine maintenant bloquait ces images sur Twitter, donc, enfin sur X. Donc voilà, ça devient un petit peu compliqué. De toute façon, on sait qui est le Golasso Hello. C'est vrai qu'il y a le but de Hulk, mais je peux t'assurer, Nir, que j'en ai un qui fracasse le corner direct de Hulk. C'est un avis personnel. Je ne l'ai pas sous la main. Je vous le montrerai la prochaine fois et dans la semaine. Vous le verrez dans la semaine, c'est sûr, mais je peux t'assurer que à côté, le corner rentrant de Hulk, il est gentil. Salut à Pedro Viseu, à CC qui vient d'arriver. Le but de Santos Laguna face aux Pumas, non, c'est pas celui-là. T'as du mal à y croire. Écoute, je te l'ai teasé. Tu verras dans la semaine. Je pense que j'essaierai de. En fait, l'idée c'est de refaire dans la lucarne le vendredi. Donc entre midi et 2. Et donc je pense que j'essaierai je le placerai là et je vous montrerai quelques buts et je vous dis pas dans quel pays, je vous laisse même pas rechercher. Vous verrez, c'est assez fou, le but est incroyable. Bref, on y est, décidément ça devient de plus en plus compliqué de choisir des Golasso Hello. C'est pas que c'est compliqué de les choisir, c'est qu'en fait le truc c'est que l'idée, c'est derrière, moi je lance un sondage sur les réseaux. Alors, il est sur la chaîne YouTube de Hello, mais je sais comment ça marche aussi. Je suis pas fou. C'est-à-dire que si je le mets en sondage sur X, il faut que les gens puissent voir le but tout de suite. Ils vont pas aller cliquer pour aller voir sur YouTube. On va pas se mentir. Et voilà. Et là, l'Argentine, la LPF, la Ligue de foot argentin, a décidé de bloquer absolument toutes ces images, alors qu'il y avait un sacré golasso venu d'Argentine. Il y en a eu quelques-uns qui étaient sympas, mais voilà. Bref, le but de Boca, ouais, bien, tu sais, Natio, j'ai failli la faire, mais bon, voilà, je t'en laisse la pérennité de cette, la paternité plutôt de cette phrase. Le but de Boca, ah non, il y en a pas eu. Voilà. Bref, on va y aller. On a fait une grosse intro, on a aussi placé 2-3 trucs, et puis je vous parlerai des rendez-vous à la fin de l'émission. On va donc pouvoir, si vous êtes tous confortablement installés, on va tous pouvoir aller tranquillement débriefer cette Gold Cup 2025.
Voilà, un joli petit clip pour démarrer. Et un très très beau trophée, on l'avait dit hein, le soir. Il est quand même très spécial ce trophée, oui, ce trophée. Il est quand même incroyable. La bande-annonce est magnifique, franchement. C'est pour ça que je voulais la mettre. Elle est absolument magnifique. Tout est bien calé, l'image et tout. Enfin, c'est magnifique. C'était très sympa la Gold Cup, sauf la finale attendue. Bah oui, la finale attendue, mais c'est vrai. On peut aller. On peut se dire qu'effectivement, il n'y a pas eu de bouleversement, entre guillemets, des attentes potentielles. Il y a eu aussi des rendez-vous manqués, des choses que l'on avait attendues et qui n'ont pas eu lieu, malheureusement. Malheureusement pour le suspense ou je sais pas, mais on a découvert d'autres choses et on va parler de tout cela. Donc, maintenant. On va donc, voilà, la finale attendue, hein, c'était ce fameux Mexique-États-Unis. Finale attendue, oui, oui, on peut dire plus ou moins, parce qu'on avait dit en début de compétition qu'il y avait quand même de sacrés empêcheurs de tourner en rond et des équipes qui pouvaient être potentiellement un petit peu plus favorites. On attendait, enfin, c'est fait bizarre de le dire comme ça, mais on n'attendait pas forcément les États-Unis, vu qu'ils n'avaient pas l'équipe, la véritable équipe présente à la Gold Cup. Mais il n'empêche donc que cette Gold Cup 2025, elle a été remportée par le Mexique. Donc c'est le Mexique qui a soulevé la Gold Cup, c'est sa 10e dans l'ère Gold Cup, hein. C'est donc depuis 1991. Je rappelle que la Gold Cup est créée plus ou moins après le fabuleux parcours du Costa Rica à la Coupe du Monde italienne de 90. Donc ça donne un petit peu l'idée de créer cette histoire-là. Il y a une montée aussi de la CONCACAF à ce moment-là. Ça s'est organisé un petit peu plus. On en a parlé dans un papier hein, du parcours du Costa Rica de 90. Mais la Gold Cup arrive véritablement à partir de 91. Avant, c'était ce que l'on appelait le CONCACAF Championship. Et c'était plus ou moins à partir des années 70, c'était le moment où on pouvait, enfin c'était le tournoi qualificatif pour les Coupes du Monde. Donc c'était pas vraiment digne de ce niveau de compétition qu'est la Gold Cup, c'est-à-dire c'est l'Euro, hein, tout simplement, pour ceux qui ont pas l'habitude. Bref, donc cette Gold Cup 2025, on va se passer les buts quand même, on va se faire plaisir, a été remportée par le Mexique avec d'abord une ouverture du score d'entrée de match de Chris Richards pour les États-Unis. On s'est dit, ah, là, il va y avoir match, ça va être sympa, il va se passer des choses, parce qu'on s'imaginait alors que les Américains allaient mettre de l'intensité, allaient venir bousculer le Mexique. C'est ce que l'on attendait de cette finale, à savoir que les États-Unis jouent le rôle véritable qu'on devait leur donner, c'est-à-dire d'aller véritablement chercher le Mexique qui n'avait pas vraiment été bousculé jusqu'ici. Et puis, malheureusement, non. Les hommes de Pochettino n'ont fait que défendre. Ils ont craqué une première fois sur ce but magnifique de Raúl Jiménez, aussi beau que l'hommage qu'il a rendu à un de ses anciens coéquipiers, hein, Diogo Jota. But magnifique hein, en première intention. Rien à faire pour Matt Friis. Je ne sais même pas s'il a vu passer le ballon dans cette histoire. Et le but victorieux est l'œuvre d'Edson Alvarez sur une action qui a été checkée pendant quelques minutes après au VAR pour un potentiel hors-jeu ou pas du capitaine mexicain qui avait marqué le premier but de la Gold Cup et qui a donc marqué le dernier but de la Gold Cup 2025, pardon. Et c'est donc le Mexique qui conserve son titre, je dis bien qui conserve son titre parce que c'est la 10e, donc, et conserve son titre. Et c'est une première, hein, c'est une première depuis le 2009-2011 de conserver sa couronne. Personne ne l'avait fait depuis, c'était déjà le Mexique qui l'avait fait. Et donc, voilà. Ce succès du Mexique fait suite à une première victoire cette année en 2025 qui n'est pas si anodine que ça, qui est une victoire en Nations League. C'était en mars dernier, ils avaient battu Panama en finale. Là aussi, la finale avait été marquée par Raúl Jiménez puisqu'il s'était offert un doublé. À cette occasion-là. Et donc, ça conclut hein, concrètement une très très belle année 2025 pour le Mexique, qui sortait d'une année 2024 assez compliquée, notamment avec une Copa América catastrophique, avec l'arrivée de Javier Aguirre en juillet l'année dernière, donc il y a à peu près un an, qui lui, pour le coup, n'a pas bâti une équipe hyper spectaculaire, mais qui a mis en place une machine qui fonctionne. Vous avez compris qu'on est déjà en train de commencer à débriefer ce que fait le Mexique. Et donc, voilà, Mexico, ouais, voilà, c'est ça. J'ai bien aimé Pochettino quand il a... Ah, j'ai pas la suite, Noévé. Quand il a, oui, je vois ce que tu veux dire. Quand il a, bah oui, on en parlera de Pochettino dans un instant. Un succès du Mexique, un peu grâce à West Ham, j'ai envie de dire quand même. C'est vrai, tu peux le dire, Salim, tu peux le dire.
Tu peux le dire. Bref, donc on est déjà un petit peu parti hein, dans le débrief de ce Mexique. Voilà, je le disais, Aguirre a trouvé un équilibre, a trouvé une équipe qui n'est pas forcément la plus spectaculaire, mais qui contrôle ses matchs, hein, qui a contrôlé quasiment tout, enfin non, qui a contrôlé tous ses matchs de Gold Cup, qui a montré quelques petits signes de fébrilité de temps à autre. Et c'était pour cela aussi que l'on voulait voir le Mexique se faire bousculer en finale par les États-Unis, parce qu'on s'était aperçu que, par exemple, quand la République dominicaine, en match d'ouverture, était allée les titiller un petit peu, eh bien, il y avait des fragilités derrière. On s'était aperçu aussi avec certains matchs auparavant, mais j'en reparlerai dans un instant, que le Mexique, quand il était soumis à pression, il n'était pas forcément au mieux dans son jeu, mais c'est vrai que forcément, le Mexique, quand vous lâchez l'étreinte, le Mexique déroule. Salut à Alarami, la bise à John et à Jambière ce soir. J'aurais pu mettre un maillot de Botafogo, mais j'ai pas osé. C'est pas le moment. Il n'empêche que le Mexique a été pragmatique et efficace, et c'est sans doute la clé de leur succès. C'est exactement ça. C'est le bon résumé de ce Mexique, hein, pragmatique et efficace. Un Mexique qui donc garde sa couronne. Et je le disais donc, c'est peut-être le bémol sur cette Gold Cup, c'est que on n'a pas la sensation que le Mexique a eu un adversaire qui est venu essayer de véritablement le chatouiller. Il y a eu un petit peu le Costa Rica, et on a vu que ça n'a pas été si simple pour le Mexique, mais c'était un match particulier, dernier match de groupe, le match nul, ça a arrangé un petit peu tout le monde, parce que ça permettait au Mexique de rester premier, le Costa Rica restait second, mais invaincu surtout. Donc c'était un match pas véritablement avec enjeu, et ensuite, le parcours a été plutôt tranquille hein, pour le Mexique, qui est tombé face à des équipes qui n'ont pas cherché justement à le faire trébucher. Et justement, c'est là la limite que l'on peut fixer à ce Mexique-là. C'est est-ce que quand ce Mexique va être bousculé l'année prochaine, notamment à la Coupe du Monde, est-ce qu'il pourra tenir? On a vu, et on en avait parlé au départ au coup d'envoi de la compétition, on a vu que le Mexique, quand en match amicaux, on a vu quand il s'est fait étrier notamment par la Suisse, que dès qu'il est bousculé, dès qu'il y a une équipe qui met de l'intensité, qui vient l'agresser, ça se fragilise, ça casse de partout. On a vu des points de fragilité défensifs de ce Mexique-là, et c'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Est-ce que ce Mexique-là pourra donc résister à une pression potentielle, potentielle. J'avais reçu un message, mais j'ai pas bien vu. Ok. Bref, j'ai eu une interruption. Voilà, c'est pas grave. J'ai eu un message qui m'a perturbé pendant ce temps-là. Heureusement que les USA ouvrent le score en finale pour un semblant de suspense quand il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Et ça va être l'un des reproches. On va en parler dans un instant, Noévé des États-Unis, parce que ça, c'est un des grands reproches que l'on peut faire à Pochettino sur cette finale, notamment. Et on parlait de pragmatisme et d'efficacité pour le Mexique. Il y a c'est assez particulier la notion de pragmatisme pour les États-Unis. On va y arriver dans un instant. La chose qu'il faut retenir, parce que j'ai donné un bémol quand même sur les États-Unis, on va quand même retenir que ce Mexique-là a gagné une chose, surtout en 2025. Je vous rappelais tout à l'heure en introduction à quel point ça avait été compliqué l'année 2024, à quel point il y avait un désamour aussi du public mexicain. Il y avait des fans qui sifflaient. Je rappelle que le Mexique joue tous ses matchs amicaux aux États-Unis, ne joue jamais au pays, et que même aux États-Unis, avec donc les fameuses maletas, les fameux billets verts des supporters du Tri exilés aux États-Unis, ça commençait à vaciller dans les tribunes. Il y avait des sifflets, il y avait des gens qui ne venaient plus, ça avait du mal à remplir les stades. Donc il y avait un climat qui était un petit peu turbulent, on va dire, autour de la sélection. Et là, ce qu'a fait Javier Aguirre, justement avec ce pragmatisme, avec cette efficacité relative, parce qu'il y a quand même beaucoup d'occasions gâchées, donc on va pas mettre le côté le Mexique est ultra efficace, il y a quand même des choses à travailler encore dans les zones de vérité, mais ce Mexique-là s'est offert la paix. Tout simplement, il va pouvoir travailler sereinement. Ça va dépendre aussi de ce qui va se passer durant les prochains matchs amicaux, parce que il y a cette fameuse idée du plafond de verre mexicain qui a été abordée avec les matchs amicaux d'avant Gold Cup, de savoir, tiens, est-ce que le Mexique, quand il commence à jouer une nation qui est top 20 mondiale, est-ce qu'il y arrive? Est-ce que sa limite n'est pas là? Pour l'instant, ils se sont offert la paix, ils ont réussi, entre guillemets, à reconquérir une partie de leur public, parce qu'on sait comment ça marche, quand tu gagnes, tu reconquiers. Donc, voilà, pour quelle raison le Mexique ne joue jamais à domicile? C'est fou quand même. La raison, elle est financière, Alarami. C'est uniquement ça.
ça. C'est-à-dire que quand tu fais un match amical, à Los Angeles ou à Houston, déjà tu vends les billets plus cher, et en plus tu joues devant, tu t'assures d'avoir un stade notamment plein avec des billets plus chers, donc tu t'en mets plein les poches. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors que si tu vas jouer, t'as les structures hein, pour jouer au Mexique. Hein. Tu peux jouer, si t'as pas envie de jouer au Volcan, tu peux jouer à l'Azteca, tu peux jouer à l'Akron, tu peux jouer au BBVA, les 3 stades de la future Coupe du Monde. Mais voilà, les places, tu pourras pas les vendre aussi cher que si tu les vends aux exilés mexicains présents aux États-Unis. Donc voilà, en tout cas, plus efficace que Canada et Panama, ça c'est sûr, on va en parler dans un instant. Bref, que dire donc de ce champion? Alors déjà que c'est un champion sans contestation possible, hein, parce que vraiment, je le disais, le Mexique a vraiment contrôlé sa Gold Cup, a maîtrisé l'ensemble de ses matchs, a eu des petits moments un petit peu plus compliqués, je pense surtout au match d'ouverture où ça a été un petit peu bizarre quand le match est serré au final, et ça a été un peu bizarre parce qu'on se dit que un Mexique à fond en première mi-temps aurait dû se mettre à l'abri, et ne s'est pas mis à l'abri et s'est mis en danger du coup. Mais généralement a plutôt contrôlé sa Gold Cup et a même contrôlé sa finale. Et pourquoi le Mexique a contrôlé sa finale? C'est parce que l'un des 2 autres pays hôtes, hein, vous avez compris qu'on est dans cette première partie, on va focaliser sur les pays hôtes, hein, parce qu'on est quand même à 1 an de la Coupe du Monde, et que c'était la dernière compétition internationale pour ces 3 pays hôtes avant la Coupe du Monde. Maintenant, ils vont jouer que des matchs amicaux. Donc c'était vraiment la dernière épreuve véritable, le dernier baptême du feu avant la Coupe du Monde, dans des conditions où il y a une pression. Et vous allez voir que ça a des conséquences quand on va aborder le Canada. Et donc, parenthèse entre les deux, entre Mexique et Canada, le finaliste, les États-Unis. Des États-Unis, on savait, avant avant la Gold Cup, on savait que ce n'était pas l'équipe que l'on verrait probablement à la Coupe du Monde 2026. C'était une équipe un petit peu bis. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que même avec une équipe bis, Mauricio Pochettino a réussi à l'emmener en finale. On avait craint le pire, hein. On redoutait notamment une demi-finale qui n'a pas eu lieu finalement entre les États-Unis et le Canada, parce qu'on se doutait qu'à ce moment-là, ça serait peut-être plus compliqué pour les États-Unis. Mais le fait est que il y a eu une qualification en quart de finale face au Costa Rica. Le match n'a pas été facile, ça c'est clair. Ça a vacillé très très fort. Ça a vacillé aussi un petit peu, même assez fort, face au Guatemala. Et malheureusement, malgré tout, malgré le fait qu'ils sont en finale, malgré le fait que c'est une équipe bis et que c'est difficile de véritablement tirer des conclusions, on va en tirer quelques-unes quand même. La finale a été juste cataclysmique pour les États-Unis, qui n'ont juste rien fait. Il y a ce but d'entrée de Chris Richards, et derrière, les États-Unis sont devenus, comme je le disais, hein, entre guillemets, et c'est pas le côté péjoratif ou discriminant envers cette sélection-là, mais se sont mis à jouer comme le Honduras. C'est-à-dire, on pose le bus, et on espère jouer tout sur un contre qui n'est quasiment jamais venu. Malagon n'a quasiment rien à faire hein, dans la finale. Et les États-Unis n'ont fait que subir, mais véritablement que subir. Et ce scénario, on l'a vu quand même assez souvent dans cette Gold Cup du côté des États-Unis. Je parlais du match très compliqué face au Costa Rica, où c'est pareil, hein, les États-Unis se sont mis en mode résistance en deuxième mi-temps. Le match face au Guatemala, où les États-Unis marquent très très vite, très très tôt, 2 buts par Diego Luna, 2 exploits hein, de Diego Luna, enfin surtout le deuxième. Et derrière, eh bien, ils ont tenté de résister autant qu'ils pouvaient aux assauts guatémaltèques. Ça fait bizarre hein, de dire les États-Unis ont tenté de résister autant qu'ils pouvaient aux assauts guatémaltèques. Voilà. Mais voilà, ils avaient, et je le vois à ton message, Red, hein, je suis d'accord, hein, le Mexique avait un banc, les USA non, à cause des absents, et le Canada n'en a pas. Le Canada avait des absents aussi, hein, Red. Je sais que tu détestes le Canada, mais oubliez le fait que la charnière centrale du Canada n'était pas là, que Alphonso Davies n'était pas là, que Stakio n'était pas là, ça change quand même des choses. Hein, ça fait quand même 4 joueurs sur le 11 de départ qui sont pas là. Hein, donc voilà, je sais que tu es très dur avec le Canada, on en parlera dans un instant, que voilà, pour toi on les surestime, machin et tout, mais ce que l'on dit pour les États-Unis, on peut le dire aussi à moindre proportion pour le Canada. On continue un petit peu sur le Canada. C'est pas que je les déteste, mais on va dire que qui aime bien châtie bien. Bon, alors on va dire que tu les aimes beaucoup alors. Ils les aiment trop fort, tu les aimes trop fort, Red. Non, t'es trop dur. Franchement, t'es trop dur avec eux. Mais on en parlera dans un instant du Canada. Donc, je le disais, c'est un petit peu le reproche qu'on peut faire à Pochettino durant cette Gold Cup, oui.
Il est arrivé dans un contexte un peu particulier. Je rappelle que les États-Unis restaient sur 4 défaites de rang avant de démarrer cette Gold Cup. C'était plus arrivé depuis 2007. Je rappelle que il est arrivé avec une équipe qui est en grande majorité formée de joueurs qui évoluent en MLS, hein. Si vous regardez les joueurs présents sur cette feuille de sur cette photo, qui est la photo de la finale, ils sont quasiment tous en MLS. Malik Tillman n'y est pas. Je suis en train d'essayer de chercher qui d'autre n'y est pas. Freeze y est. Adjem Yang, peut-être bientôt plus, mais il y est encore. Freeman, Arston, Rim, il y est. Diego Luna, il y est. De la Torre, il y est. Berhalter, il y est aussi. Et donc, voilà. Tillman, d'ailleurs, hâte de le voir à Leverkusen. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, et d'ailleurs, Malik Tillman a été l'une des belles révélations. Enfin, de révélations. Je ne sais pas si on peut parler de révélation pour Malik Tillman. En tout cas, ça a été le patron de cette sélection offensivement avec un autre garçon qui est présent sur cette photo. J'en parlerai dans un instant. Alors, je le disais, c'est difficile. Il y avait ce contexte, il y avait cela. On peut critiquer donc Pochettino sur ce qu'il a fait de cette équipe-là, sur le côté, sur les intentions, sur voilà, on n'a pas, enfin, je ne vais pas dire on n'a pas compris ce que voulaient faire les États-Unis. On a surtout compris qu'ils ne voulaient pas prendre beaucoup de risques et pas faire grand-chose. C'est particulier parce que on a vu des débuts de match où ils sont partis agresser, où ils ont mis de l'agressivité et ça fonctionnait. Voilà, c'était. C'est peut-être la seule chose qu'on peut garder d'ailleurs, hein, de cette équipe-là, c'est qu'elle a un côté maintenant, elle cherche à agresser l'adversaire, chose qu'elle ne faisait pas avant avec Berhalter. Bon, c'est pas compliqué, tu vas me dire, mais voilà, spoiler, il ne parle pas d'Adjem Yang. J'ai dit juste Adjem Yang, je vais en parler dans un instant. C'est une nouvelle équipe pour lui, je suis d'accord. Il est arrivé en septembre l'année dernière, hein, il a fait 2 compétitions quand même avec cette équipe-là. Maintenant, il a fait la Nations League et la Gold Cup. Pas forcément avec les mêmes groupes, mais voilà, c'est aussi cette gestion que l'on peut critiquer, mais on peut tirer quelques conclusions. On va en tirer quelques-unes très rapides, parce que c'est vrai que c'est difficile de se dire, tiens, bah, que feront les États-Unis l'année prochaine? Est-ce que cette équipe-là, est-ce que, voilà, je le disais, hein, à chaque live, à chaque fois qu'on regardait les États-Unis, combien de joueurs de cette équipe-là seront sur la feuille de match au coup d'envoi, enfin sur le 11 de départ du premier match de Coupe du Monde? Pas beaucoup, je pense. Voilà, c'est aussi ça la limite pour tirer des conclusions. Néanmoins, on peut noter que le gardien de cette Gold Cup n'a pas été Matt Turner, mais a été Matt Freese, le gardien de New York City, qu'il a fait une excellente Gold Cup. C'est grâce à lui qu'il se qualifie au tir au but, notamment face au Costa Rica. C'est même le héros du match face au Costa Rica. Lui a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Je rappelle que avant la Gold Cup, on pensait que la hiérarchie, c'était 1. Turner 2, Schulte 3, Stephen et Freese 4. Peut-être que Matt Freese a gratté beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Il n'a rien à se reprocher sur les 2 buts qu'il prend en finale. Il n'y a pas eu de véritable boulette pendant cette compétition. Il a même été surtout assez solide. Donc, c'est peut-être l'un des enseignements. Je le disais aussi, ça c'est peut-être un des vrais enseignements. L'autre enseignement qu'on peut tirer, c'est qu'il y a des joueurs, toujours dans l'optique de se dire, tiens, qui peut avoir marqué des points? On le disait à l'instant, Malik Tillman, très clairement, a probablement marqué des points dans cette sélection, même si on sait qu'il est déjà, voilà, hein, il est déjà bien placé, il évolue dans des gros... là, il vient partir à Leverkusen, donc forcément, il va continuer de grimper, entre guillemets, en termes de niveau. Mais il y a un joueur, on peut éventuellement parler de Mark Safston, qui a joué dans un rôle particulier, puisqu'il était latéral gauche. Si vous suivez la MLS, vous savez que d'habitude, Arston, il est ailier gauche. Donc là, il a joué latéral gauche, et il a fait le taf, donc il peut venir s'inscrire dans la rotation, sachant qu'en plus, il est extrêmement performant en club, et que c'est peut-être pas sûr qu'il reste éternellement à Columbus. En tout cas, peut-être que d'ici la Coupe du Monde, il aura changé de club. Donc voilà, attention à Arston. Mais surtout, l'homme qui a marqué des points, c'est le numéro 10 que vous avez à droite sur cette image, c'est Diego Luna, sur qui le jeu a reposé, hein, très clairement. Il y avait l'association avec Malik Tillman, mais dans une équipe qui avait un petit peu de mal à créer, le véritable créateur, c'était Diego Luna. Lui a vraiment marqué des points. Et a marqué des points, surtout que ça s'inscrit dans une optique où la ligne offensive des États-Unis, l'animation offensive des États-Unis, elle a été très compliquée quand même, hein, dans cette Gold Cup. Je pense notamment à Patrick Aguemian qui, lui, tu vois, j'y viens, lui n'a clairement pas marqué de points parce que extrêmement maladroit, parce que pas forcément maladroit. On va rester sur le mot maladroit de manière générale, hein, dans les choix, dans le geste final, dans les déplacements, dans sa connexion avec ses coéquipiers. Ça a été très compliqué pour Aguemian, qui est en train plus ou moins de préparer un transfert pour l'Europe, hein. Il va arriver en Europe, donc on va voir aussi.
Mais lui avait entre guillemets une carte à jouer, c'est compliqué, hein, aurait pu aller essayer de jouer une carte. À mon avis, ça va être très compliqué pour lui, à moins qu'il explose tout dans un futur transfert européen. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs qu'il avait envoyé un temps du côté de la Ligue. Peut-être que certains joueurs ont marqué des points en vue de la prochaine Coupe du Monde. Je pense à Luna et Tillman. Bah voilà, Nostromo, tu vois, on est en train d'y arriver. Diego Luna, très très bien, oui. Diego Luna, très très bien. On va donc quand même pondérer. Parce que je le disais, c'est compliqué de tirer de véritables conclusions des États-Unis. Je vais juste comme ça, brièvement, vous lister les joueurs qui n'étaient pas là. Certains pour blessure, certains à cause de la Giannis International Cup, d'autres parce qu'ils préféraient se reposer pour bien préparer une saison prochaine qui allait très très dure pour eux. La bise à Christian Pulisic. D'ailleurs, je commence par lui dans les absents. Christian Pulisic, Anthony Robinson, Weston McKennie, Floraline Balogun, Timothy Weah, Serginho Dest, Joe Reyna, Younous Moussa et Ricardo Pepi. Voilà les absents de cette liste. On parlait de profondeur de banc manquante pour les États-Unis. On a peut-être vu aussi ceux qui peuvent venir combler et apporter cette profondeur de banc derrière tous les joueurs que j'ai cités. Il en manque d'autres potentiels, bien évidemment, mais voilà. Jouer une compète et gérer un transfert, ça va pas ensemble. C'est possible, mais je sais pas si gérer son transfert en même temps, si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, peut-être que oui, il avait la tête ailleurs, hein, à Jemang, peut-être. Le fait est que, et ça c'est quelque chose que l'on va continuer de dire et que j'ai déjà dit et que je suis obligé de répéter, si cette Gold Cup, si ça avait été la Gold Cup 2023, on aurait dit que Pochettino faisait un bon travail, enfin que commençait à construire, qu'on était au début d'un cycle, que c'était extrêmement intéressant par rapport à l'avenir, parce que ces joueurs-là peuvent venir s'installer, peuvent venir apporter une concurrence, je pense à Freeze, etc. Et que à 3 ans de la Coupe du Monde, c'est parfait pour créer cette fameuse émulation qui va être nécessaire pour grimper, pour monter en régime pour les États-Unis. Le problème, c'est qu'on est à 1 an de la Coupe du Monde, qu'il va rester quoi, 5, 6, 7 amicaux d'ici là, et que donc, mais ça, ce n'est pas la faute de Pochettino, c'est la faute de la fédération. Les États-Unis ont tout simplement perdu 2 ans de travail, et donc Pochettino se retrouve à devoir courir après le temps. Il va aborder une seule compétition majeure avec les États-Unis, parce que c'est pareil, hein, on commence à entendre dire aux États-Unis parmi les suiveurs, beaucoup doutent sur du fait qu'il puisse aller au-delà de 2026. Hein. En gros, il est venu faire une piche pour aller jouer une Coupe du Monde, pour aller diriger une sélection pendant la Coupe du Monde, et il y a moyen pour qu'après, basta. Hein. Donc voilà, on verra. On verra à ce moment-là. Mais les États-Unis ont perdu 2 ans et Pochettino va donc démarrer une Coupe du Monde, démarrer une compétition majeure en tant que pays hôte avec un groupe de 23 joueurs qu'il n'aura jamais eu en compétition, avec une pression qui s'exerce sur la compétition, sachant que cette Coupe du Monde-là, les États-Unis sont extrêmement attendus parce qu'elle arrive 30 ans après 32 ans donc après celle de 94, que celle de 94 a permis de réintroduire le football professionnel aux États-Unis avec la MLS, que ça s'est développé de partout depuis, parce que dans les pas de la MLS, l'USL qui était déjà là, hein, l'USL est arrivé en 86, mais a continué de se développer, après la Coupe du Monde de 2026, l'USL aura, et je le rappelle, on en a déjà parlé dans un Lucarne américaine, une division du même niveau dans la pyramide que la MLS, qu'on va se retrouver avec 2 ligues très très fortes, 2 premières divisions aux États-Unis, qui a donc une énorme attente à générer aussi. Il va y avoir une énorme pression sur cette sélection-là, parce qu'il va falloir faire un parcours qui permet d'emmener le public, d'attirer un nouveau public vers les stades après la Coupe du Monde. Et aussi parce que c'est une évidence, on ne pourra pas y échapper à cette histoire. Il y a 32 ans entre 2 Coupes du Monde organisées par un pays qui, à l'instant zéro, à la première, n'avait plus de championnat professionnel. Je rappelle, pour ceux qui découvrent, vous, dans le chat, je sais que vous êtes habitués, je vous saoule avec ça, mais je rappelle que le football professionnel existait aux États-Unis à la fin du 19e siècle, qu'ils n'ont pas attendu 95 pour avoir un foot pro. Ça, c'est une parenthèse, mais on va forcément mesurer l'avant et l'après. On va mesurer, va y avoir forcément des comparaisons entre 94 et 2026, et on attend à ce que cette sélection aille au-dessus, et bien au-dessus de celle de 94. 94 a été une réussite totale, et on connaît les Américains, ils vont faire les choses l'an prochain. Oui, moi, la seule limite que j'ai, alors c'est ce qu'on dit, hein, on en parle souvent dans les lives, on en parle quand on fait les lives MLS aussi, on sait très bien que les Américains en Coupe du Monde, ils déçoivent jamais.
ils font au minimum le boulot. Sauf que là, sur cette coupe du monde-là, on leur demande pas de faire minimum le boulot. On a déjà eu le débat, hein, sur le côté, oui, bon, s'ils sortent de leur groupe, qu'ils vont en 16e et qu'ils se prennent les Pays-Bas, ça peut être compréhensible qu'ils puissent être éliminés. Sauf qu'on attend des États-Unis qu'ils aillent beaucoup plus loin. En gros, il faut que ce soit le pays hôte parmi les 3 qui va le plus loin. Voilà, la pression, je pense, elle est là pour que l'on puisse dire que la Coupe du Monde est réussie. Parce que, et c'est l'exemple que je donne tout le temps, la Coupe du Monde 2022, on n'a pas retenu grand-chose des États-Unis, qui étaient en huitième de finale, mais on n'a pas retenu grand-chose en termes d'émotion. Je ne parle pas en termes de résultats, en termes d'émotion. Et quand tu veux aller toucher une population qui ne te suit déjà à l'origine, qui ne te suit pas, que tu veux aller chercher quelqu'un, les gens en plus, les cercles périphériques, il faut générer des émotions, il faut une épopée. Voilà, tout simplement. Pochettino est une fraude, nous dit Paul Bismuth. Je sais pas. Écoute, on verra. On verra. On verra. On verra. Et pourtant, ils font un très bon match contre les Pays-Bas. Oui, mais ils prennent 3-1. Et du coup, on se dit, bah, ils sont sortis face aux Pays-Bas parce que les Pays-Bas étaient plus forts qu'eux. Mais au final, ce que je veux dire, c'est que tu sors de la Coupe du Monde de 2022 des États-Unis en te disant, bon, bah, ils pouvaient pas aller plus haut. Tu vois, il y a le côté, il n'y a pas l'épopée, il n'y a pas emporter les gens. 94 est une réussite parce que les États-Unis ont levé les foules. Personne ne les attendait, ils ont levé les foules. Ils n'ont pas gagné. Hein. On leur dit pas je ne demande pas aux États-Unis de gagner la future prochaine Coupe du Monde. C'est pas possible. Enfin, on ne sait jamais, mais bon. Mais voilà, il va falloir. Voilà, et il va falloir donc créer une épopée, et pour créer une épopée, il aurait fallu créer un groupe plus en amont. Ça, pour le coup, Pochettino, qu'il soit une fraude ou pas, je ne suis pas complètement d'accord là-dessus. Il n'a pas le temps. Il n'a pas eu le temps et c'est pas de sa faute, malheureusement pour lui. On disait surtout qu'il se prépare pour celle de 2026, mais bon, il y a 3 ans. En 3 ans, où sont les progrès? Bah, le problème, c'est ça, Noévé. Le problème, c'est qu'en 3 ans, il y a eu 3 coachs. Voilà. Il y a eu BJ Callahan à la dernière Gold Cup, puisque Berhalter était écarté. Berhalter est revenu, il a fait une Copa América absolument horrible l'année dernière. Il a été viré, parce qu'on savait que de toute façon ça marchait pas, Berhalter. Il y avait aussi des problèmes en coulisses avec Greg Berhalter. Il a été viré, et Pochettino est arrivé en septembre. Donc ça veut dire que Pochettino arrive avec une mission de construire une sélection compétitive en 1 an et demi. Voilà, en gros. Ramener Bruce Arena, ça marche pas trop à San José. Il est manager général et ça marche pas trop. Tout le monde croyait que San José allait cette année, grâce à Bruce Arena, revenir. Voilà. Bref, laissons Bruce Arena où il est pour l'instant. Bref, voilà pour les États-Unis. C'est vrai que c'est difficile de tirer de vraies conclusions. On commence à avoir des prémices de choses, mais avec ces joueurs-là. Est-ce qu'on verra les mêmes choses avec d'autres joueurs? Comment Pochettino pourra gérer un vestiaire avec des joueurs un petit peu plus compliqués à gérer aussi, hein, dans un cadre de Coupe du Monde. Donc voilà. Tu vois qui pour l'après Pochettino? Perso, Nancy. Écoute, je mettrais bien une pièce là-dessus. Je pense très honnêtement que c'était on en a parlé en live samedi soir, hein, que c'était le coup à faire. Wilfried Nancy, d'aller le chercher là. Voilà. Mais ils ont raté Jesse Marsch. Il fallait le faire avant de rappeler Berhalter, en fait. Et je pense qu'ils auraient dû le faire, tu vois, à peu près comme quand le Canada a fait Jesse Marsch en mars. C'est pas un jeu de mots, mais c'est comme ça. Il fallait faire Nancy à la place de garder Berhalter. Il fallait virer Berhalter avant la Copa América, comme ça tu aurais eu 2 compétitions pour travailler. Et là, le problème de Pochettino, c'est qu'il a qu'une seule compétition, elle est terminée, et en plus privé de certains joueurs pour plein de raisons. Hein. Il y a des raisons, merci Gianni. On rappellera, hein, je ne vais pas vous mettre la photo, hein, je ne vais pas vous l'imposer. Mais Gianni était à la finale, il a remis le trophée, hein, de la Gold Cup. On rappelle que grâce à sa compétition de merde, il a totalement invisibilisé la Gold Cup pendant 1 mois. Bref, je ne sais pas si Nancy veut une sélection, mais je pense que si on avait proposé le poste à Wilfried Nancy, il aurait bien réfléchi. Bref, je parlais justement du Canada à l'instant, de Jesse Marsch. On va en parler du Canada. On va en parler de cette sélection canadienne. Et là, Red, il va se lâcher parce qu'il les aime trop. Il les aime trop. Et alors, si on doit justement dans ce focus sur les 3 pays hôtes, je le disais, le Mexique s'est offert la paix des braves. Les États-Unis, on est un peu dans un entre-deux, on est encore sur le ouais, bon. On n'attendait pas grand-chose. Je ne vais pas dire qu'on a été déçus, mais un petit peu quand même. Mais le véritable échec, et on va le dire clairement, le véritable échec parmi les 3 pays hôtes, c'est le Canada. Alors pourquoi on parle d'échec pour le Canada quand on sait que Mexique et États-Unis sont généralement ceux qui ravagent la Gold Cup? Je rappelle que le Canada est le seul autre pays à avoir gagné la Gold Cup autre que les États-Unis et le Mexique. C'était en 2000.
Pourquoi est-ce qu'on peut parler véritablement d'échec pour le Canada? Ben, pour une raison toute simple, et cette raison qui pourrait s'appliquer à la prochaine coupe du monde, qui s'est déjà un petit peu appliquée à la dernière coupe du monde, et qu'on pensait que Jesse Marsch avait réussi à vaincre pendant la Copa América, c'est cette fameuse barrière psychologique. Le Canada est arrivé à cette Gold Cup en étant parmi les favoris. Et pour beaucoup, pas que pour Bibi, pour beaucoup de gens, le Canada c'était un petit peu l'année pour le Canada. On avait une équipe bis pour pour les États-Unis. On avait un Mexique un petit peu prenable, pensait-on. Donc, on se disait, c'est l'année ou jamais pour le Canada. Le fait est qu'au final, bah, c'est un échec total. J'en profite juste pour saluer Dame Not Sorry qui est dans le chat. Je vais attendre le podcast tranquillement. Je suis arrivé trop tard. T'as raté États-Unis et Mexique, ouais. Le Canada, c'est la Belgique. Le parallèle est intéressant. Le Canada, c'est compliqué pour les Rouges. Ça change tout. Chou, dans le quart de finale, ils menaient tranquillement. Oui, on va en parler dans un instant. Mais justement, c'est cette fameuse barrière psychologique. C'est cette chose-là. Parce que, à la différence du Mexique et à la différence des États-Unis, s'il y a bien une équipe qui arrivait avec des certitudes, avec un groupe clairement constitué, il y avait quelques absents. Je le disais, je l'ai évoqué tout à l'heure. Eustachio était à la Giannis International Cup. Alphonso Davies est blessé. Qui c'est que j'ai nommé aussi? La charnière Bombito-Cornelius n'était pas là non plus parce que blessé. Donc il y avait des absents. Il y avait des absents, c'est sûr. Mais on avait quand même l'ossature quasiment de ce qu'est le Canada. Pour le coup, la question qu'on pose sur les États-Unis, sur la photo que j'ai montrée tout à l'heure, combien seront sur le 11 de départ à la prochaine Coupe du Monde? Si je pose la même question là sur ce Canada-là, il y en a une grande majorité qui seront au coup d'envoi de la Coupe du Monde. Donc voilà, est-ce que le Canada s'est probablement vu plus beau qu'il ne l'est vraiment? C'est une vraie question. C'est une question, je sais pas, ça faudrait voir avec les joueurs. Le fait est que le Canada n'est pas arrivé, en tout cas le discours de Jesse Marsch et des joueurs n'a pas été de dire on vient pour gagner la Gold Cup, c'était pas le discours. Faut dire les choses aussi clairement, faut pas inventer des trucs. Mais pourquoi je parle d'échec? Je le disais parce que on a un groupe, quelques absents, mais on a un vrai groupe. On a vu que ça pouvait tourner aussi. On l'a vu lors de la dernière Copa América, qui a été une réussite. On a vu que pour le coup, Jesse Marsch est arrivé, a tout de suite mis sa philosophie en place. C'est une équipe très agressive, qui presse très haut. C'est une équipe qui joue beaucoup dans les couloirs, qui va très très vite dans les couloirs. Il y a un système de jeu, il y a une idée de jeu qui est très très claire du côté du Canada. Elle a une véritable identité. Et on s'est dit, franchement, s'il y en a une qui est prête, c'est maintenant. Sauf que, et c'est là où je fais le parallèle avec 2022 au Qatar, et où sauf que on attendait le Canada, et le Canada s'est raté. Est-ce que psychologiquement, il y a un seuil qu'ils n'arrivent pas à briser quand ils ont cette pression-là? Si c'est le cas, ça peut être inquiétant pour 2026 parce que la pression sera multipliée par 1000. Et ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser sur le Canada. Et donc, plutôt que de se dire, est-ce qu'ils se sont pas vus trop beaux, la question c'est, est-ce qu'ils n'ont pas juste eu une pression qui les a, je vais pas dire tétanisés, parce qu'ils ont commencé par un 6-0 face au Honduras, donc ils ont pas été tétanisés dès le départ. Mais est-ce que, je sais pas si les affaires de la Fédé commencent à peser, parce que les affaires de la Fédé, ça fait 2 ans qu'elles sont là, donc je suis pas sûr, Red. Mais est-ce que, une fois qu'il y a trop de projecteurs braqués sur eux, ça commence à devenir fragile psychologiquement? Et est-ce que ça sera pas le point sur lequel Jesse Marsch va devoir travailler? C'est une vraie question, parce que très franchement, la phase de groupe du Canada, elle a été parfaitement gérée, même s'il y a eu des petits signes avant-coureurs, notamment le match face à Curaçao, où on a vu des choses un peu particulières. On a vu que ça pouvait être fragile, ça pouvait être fragile. Mais on a surtout vu en quart de finale où le Canada a le match en main, le Canada mène au score, le Canada ne se met pas à l'abri et le Canada prend un carton rouge qui le met sous une pression absolument terrible et retourne le match. Le match est complètement retourné après le carton rouge mérité pour l'homme qui est au centre de l'image, Jacob Schaffelberg. Et ce carton rouge a tout changé, alors qu'en face, le Honduras, c'était pas non plus un monstre absolu. Pas le Honduras, le Guatemala, pardon. C'était pas, sur le papier, un monstre capable de bouger le Canada, même si on avait vu de belles choses du Guatemala, j'en parlerai dans un instant. Mais est-ce que, justement, c'est pas ce qui manque au Canada? Parce qu'on a vu que l'intensité était toujours là, mais il n'y a pas la maîtrise des émotions au cours des matchs. Le carton rouge, il n'y a pas de raison d'aller le chercher à ce moment-là sur un pressing complètement idiot dans le rond central. Est-ce que c'est pas là
justement que le Canada doit travailler pendant un an. Je ne sais pas vraiment s'ils ont sous-estimé l'adversaire, Dame Not Sorry. Je sais vraiment pas, vraiment. Je pense vraiment, hein, et c'était la même chose au Qatar en 2022. On attendait beaucoup du Canada. On est pareil. Quand je dis on attendait beaucoup du Canada, c'était pas l'idée de dire on attendait à ce que le Canada aille en demi-finale de la Coupe du Monde. Non, on attendait beaucoup du Canada dans la phase de groupe et on a retenu quoi de la phase de groupe du Canada? Qu'elle a quand même été extrêmement frustrante sur le plan des performances. Et donc, elle a été, entre guillemets, un petit peu ratée, cette Coupe du Monde. Peut-être, et à l'époque, je me souviens qu'à l'époque, on s'était dit, nous, ici à Hello, bah voilà, c'est ça, la gestion des émotions dans une Coupe du Monde. Voilà, on était sur la même chose là. Et on pensait que Jesse March avait réussi à briser cette barrière avec la Copa América. Je rappelle que le Canada se hisse en demi-finale de la Copa América. Est-ce qu'il manque un vrai leader, comme dirait Cholito? Ce vrai leader, c'est Alphonso Davies, qui n'était pas là, qui était blessé. Donc voilà. Je sais pas, on verra. Tu sous-estimes jamais un match à élimination directe. Après, les aléas peuvent arriver, mais c'est la loi du sport. On est d'accord. Mais là, l'aléa, ils sont allés se le mettre tout seuls parce que franchement, la faute de Schaffelberg, il a pas. Tu vas me dire, c'est facile à dire avec le recul, mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas cette limite-là? Je sais pas. On va rappeler quand même que à cette Gold Cup, et vous le voyez sur ce 11, et c'est pour ça que je parlais de la défense, attention, en défense centrale, on avait quand même un garçon de 19 ans, Luc de Fougerolles, est très jeune. On sait que ça sera probablement pas lui. On a compris après, avec les absences, mais est-ce qu'ils seront là, revenus à ce moment-là? On sait que la charnière centrale, ça sera Cornelius Bombito, on le sait. Que Fougerolles sera là dans la rotation, comme du Waterman par exemple, ou du Kamal Miller, mais ça sera la rotation. Il manquait un vrai maître à jouer, entre guillemets, même si un Nathan Saliba ou un Chouanière, c'est intéressant, mais on sait qu'avec Eustachio, c'est autre chose. Et puis, il y a surtout aussi un chantier. Il y a une question qui demeure après cette Gold Cup, c'est qui associé à Jonathan David. On voit que Jonathan David, dans ce système-là, il va jouer 9,5. Il va falloir un attaquant à côté de lui. On a eu Tani Oluwaseyi pendant cette Gold Cup. On l'a vu faire de très belles choses. Mais on attend surtout Promise David, qu'on n'a pas beaucoup vu finalement dans cette Gold Cup. Au milieu, qu'Ismaël Koné ou Saliba doivent exploser et s'imposer. Oui, c'est ça. Justement, on va voir comment ils avancent. On va voir comment ils progressent d'ici là. Il y a de quoi faire. Il manquait quelques cadres. Mais franchement, je pense que le problème du Canada n'est pas un problème de talent. On parlait des couloirs, Sheffield d'un côté, Buchanan de l'autre, ça va très vite. Quand tu vas avoir Alphonso Davies qui va revenir, voilà. C'est pas un problème de talent. J'ai peur que le Canada, ça soit là. Et la pression de la Coupe du Monde 2026, il va falloir quand même aller la gérer, cette histoire. Tu penses que si Davis n'est pas blessé, il fait le mondial des clubs? Ça peut être ça aussi. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Groupe pas facile pour le Canada en 2022, Croatie, Belgique et Maroc. Oui, oui, mais je dis pas qu'ils doivent gagner leur groupe, mais c'est le contenu. Le contenu est décevant, on attendait mieux du Canada. Franchement, ou alors peut-être que pour le coup, je fais mon raid le rouge. Je suis extrêmement sévère. Je les aime bien et je les châtie bien. Mais voilà. Ce Canada-là n'aurait jamais fait pire finale que les USA. En fait, la frustration, c'est d'avoir vu le Canada qui s'est en fait tiré une balle tout seul dans le pied face au Honduras. On n'a pas eu la demi-finale États-Unis-Canada. C'est la demi-finale qu'on aurait voulu voir. Et là, franchement, pour le coup, ça aurait peut-être été une autre histoire. C'est ce qu'on a voulu. Donc, c'est parce qu'il manquait Samuel Piette. Je lis pas le mot du milieu parce qu'on ne touche pas à Samuel Piette. Le problème, c'est qu'à part le 6-0 contre l'Honduras, pas grand-chose à retenir, bien dommage. Non, mais on les a vus se relâcher un petit peu face à Curaçao et se faire bouger face à Curaçao. Et c'est vrai que le dernier match du groupe a été géré tranquillement parce qu'il n'était pas compliqué non plus. Donc voilà. Et après, franchement, le match face au Honduras, jusqu'à l'exclusion, il est géré. Il est géré. Mais d'un coup, ça pète. Et malheureusement pour eux, voilà. Est-ce qu'il y a un plafond de verre encore à briser psychologique? Je pense que c'est vraiment psychologique. Parce que très franchement, autant les États-Unis, il y a encore beaucoup de travail. Mais c'est normal, vu ce qu'on disait tout à l'heure. Autant le Canada, voilà, il a ses certitudes. On sait que c'est un Canada qui va être intense, qui va presser, qui va agresser. Le jeu dans les couloirs, le milieu de terrain qui essaye de garder le ballon, de le maîtriser. Il y a les joueurs pour, on parlait de Saliba, de Chouanière, de Stachio. Tu peux ajouter Isma Koné, ou voilà, qui va apporter un autre profil, par exemple. Voilà, dans les couloirs, Buchanan, Scheffelberg, c'est pas mal. Alistair Johnson derrière eux, Alphonso Davies de l'autre. Franchement, c'est une équipe très intéressante. Le gardien, c'est clairement Dane Sinclair. On pensait que ça pouvait être Maxime Crépeau, mais ça serait clairement Dane Sinclair. Il l'a installé tout de suite, Jesse March, il reste avec lui. Donc, voilà, c'est une équipe qui a beaucoup de certitude dans le jeu, qui n'a
franchement pas les interrogations entre guillemets que devraient avoir les États-Unis. Même si c'est difficile de parler du groupe des États-Unis parce qu'on ne sait pas quel sera le groupe en 2026 et pour l'instant on les a pas vus jouer ensemble. J'ai peur entre guillemets que la barrière soit psychologique. Ils ont 1 an pour travailler sur cela, pour travailler sur la mentalité, sur cet état d'esprit, sur ce côté. Voilà, sur ce côté, ça peut faire partie du côté ne pas sous-estimer l'adversaire, ne pas se relâcher en fait. Plutôt que se sous-estimer, je me demande si c'est pas se relâcher. Après un faux pas, ça peut arriver. Je pense qu'en 2026, il y a moyen de sortir des poules, même meilleur troisième. Je m'inquiète pas trop pour eux. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que tu vois, mais c'est ce que je disais dans un live l'autre jour, en parlant de Coupe du Monde réussie ou pas. Pour moi, les États-Unis, si une Coupe du Monde réussie, mais vraiment réussie, c'est un quart de finale. Une Coupe du Monde vraiment réussie pour le Canada, c'est un huitième de finale. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ils sortent des poules et ils sortent de leur 16e. Voilà. Parce qu'ils seront tête de série quand même. On parle de 3 nations qui seront tête de série. Donc ils vont éviter l'une des têtes de série aussi. Donc tu vois, ça peut aider à aller chercher une première ou une deuxième place. On verra. En tout cas, je ne sais pas si le Canada sort avec beaucoup d'incertitudes par rapport aux certitudes qu'il avait en abordant. Mais le fait est qu'il y a des questions à se poser et il y a un point vraiment central, je pense, à travailler qui va être cet aspect psychologique et émotionnel d'aborder une compétition dans laquelle, et c'est ça vraiment le point sur lequel j'insiste, dans laquelle tu es attendu. Parce que jusqu'ici, quand il avance et caché, le Canada, personne ne les attendait à la Copa América. Quand tu avances caché, voilà. On va pas se mentir, tous les pays vont les vouloir en tête de série. C'est fort probable, oui. Tu le vois, le groupe Japon, Norvège, Italie, pour les USA ou le Canada, possible, c'est possible. Pour le Mexique, c'est un quart, c'est une bonne question. Est-ce que on peut dire que le Mexique, s'il va en 8e de finale, c'est réussi? Non. J'ai presque envie de dire que à la maison, voilà. Mais j'ai presque envie de dire que si je te dis qu'une Coupe du Monde réussie, je dis pas une bonne Coupe du Monde, une Coupe du Monde réussie, c'est-à-dire un truc qui va vraiment au bout du bout. Tu vois, par exemple, pour la France, une Coupe du Monde réussie, c'est le titre. Donc voilà, une Coupe du Monde réussie pour le Mexique, c'est comme les États-Unis, c'est un quart de finale pour moi. Donc voilà. Mais il y a cet inconnu avec le 16e de finale qui vient d'apparaître. Donc voilà. Mais il faut quand même ajouter que le Mexique va jouer à la maison. Et le Mexique à la maison, dans une Coupe du Monde, bon courage aux adversaires quand il va falloir jouer à 2500 mètres à l'Azteca. Bon courage, en plus de la pression des 80 000. Donc voilà. Le Mexique, il est temps de faire une finale ou une demi grand minimum. Ouais, je pense que c'est trop compliqué ça, Dame Not Sorry. Vraiment, je pense que c'est trop compliqué. Voilà, il faut que je prépare mon voyage là-bas. Bah, prépare-toi vite, garçon, ça arrive vite. Bref, on était sur les 3 pays hôtes. On va en rester là sur ces 3 pays hôtes-là. On a dit quand même beaucoup de choses là-dessus. On va passer, et dans un groupe, vraiment, vous allez voir, j'ai regroupé tout le monde, parce que les 3 pays hôtes, maintenant, eux, vont disputer des matchs amicaux pour préparer la Coupe du Monde. Mais il y en a un paquet qui étaient présents à la Gold Cup, qui, eux, vont jouer des éliminatoires pour la Coupe du Monde, qui sont dans le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et c'est peut-être le plus gros enseignement de cette Gold Cup, véritablement, c'est que les 3e tours des éliminatoires de la zone CONCACAF vont être absolument exceptionnels. Je vous montre les groupes de ces éliminatoires. 3 groupes de 4 équipes. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Si vous n'avez pas suivi ou si vous n'êtes pas au courant. Il y a 3 groupes de 4. Le premier de chaque groupe se qualifie pour la Coupe du Monde. Donc le premier se qualifie directement pour la Coupe du Monde. Et les 2 meilleurs seconds iront en barrage intercontinental. Le barrage intercontinental, on va regrouper tout le monde. Il va y avoir des têtes de série et des matchs à élimination directe. Donc, ces éliminatoires, ce 3e tour des éliminatoires, sans le Mexique, sans les États-Unis, sans le Canada, va être absolument incroyable. Jusqu'ici, on avait toujours ce qu'on appelait l'hexagonale finale. Là, on se retrouve avec 3 groupes de 4 et des groupes absolument fous parce qu'on a eu des équipes qui, pendant cette Gold Cup, ont montré qu'il allait peut-être falloir véritablement compter sur elles. Alors, on va commencer par, j'ai presque envie de dire, le dindon de la farce dans l'histoire. L'équipe qui est 2e au classement de la CONCACAF à l'heure où je parle, j'ai bien dit 2e, derrière le Mexique, cette équipe, c'est Panama. Et c'était l'un des favoris de cette Gold Cup. Je rappelle que Panama était des 2 dernières finales
continentale de la CONCACAF, la dernière Nations League face au Mexique, et en 2023 face au Mexique aussi, les 2 dernières finales de la CONCACAF des Nations, Gold Cup et Nations League, étaient avec Panama. Panama est la 2e sélection. Et donc, c'est l'équipe qui était parmi les favoris avec le Canada. Très honnêtement, il y avait un monde dans lequel on avait une finale Panama-Canada parce qu'on attendait tous le Canada-États-Unis en demi-finale et on attendait vraiment tous le Mexique-Panama. Donc voilà, trop déséquilibré à mon goût, le groupe B, alors que le 3 c'est le plus relevé. Oui, on va en parler des groupes dans un instant. Il y a un monde dans lequel Curaçao termine premier. J'en parlerai de Curaçao, vous inquiétez pas. L'heure de Panama, on aurait aimé un goal de mi-pays en finale, exactement. Et alors, c'est très compliqué d'analyser ce qui s'est passé pour Panama dans cette Gold Cup. Pourquoi est-ce compliqué? Parce que très honnêtement, la phase de groupe de Panama a été tranquille, a été véritablement, là pour le coup, on peut vraiment parler d'une équipe qui a géré en maîtrise, en patron, son groupe. Elle était dans le groupe B, je vais vous montrer quand même, vous rappeler quand même, elle était dans le groupe C, pardon. Elle était dans le groupe C, je rappelle qu'à l'époque, on avait dit c'est le groupe de la mort, parce qu'il y avait le Guatemala, qui est toujours casse-gueule en Gold Cup, et qui l'a démontré, demi-finale. Elle était avec la Jamaïque, qui est jamais facile en Gold Cup, et elle était avec la Guadeloupe, qui, il y a 2 ans, avait été éliminée lors de la dernière journée de la phase de groupe face au Guatemala. Et en gros, que des équipes à accident potentiel. Sauf que ça a démarré par elle a ravagé la Guadeloupe, le Panama a ravagé la Guadeloupe en match d'ouverture. Le match était plié en 20 minutes et a vraiment survolé, tranquillement géré son groupe, survolé dans le jeu, survolé dans les intentions offensives. Je crois, je n'ai pas vérifié les classements, mais je crois que Panama est la meilleure équipe à l'issue de la phase de, la meilleure attaque à l'issue de la phase de groupe. Et que s'est-il passé tout simplement pour Panama? C'est vrai que je vous ai pas montré le tableau, hein, je parle depuis tout à l'heure. Est-ce que je l'ai quelque part le tableau final? Oui, il est là. Panama est tombé en quart de finale face au Honduras. Alors, est-ce qu'on peut dire que Panama a choke? Est-ce qu'on peut dire que ils se sont vus trop beaux, que etc., etc. C'est difficile, je trouve, de conclure cela. Salut à ma foi qui vient d'arriver. Parce que Panama a roulé sur le match. Et la seule erreur de Panama, c'est de ne pas avoir tué le match. Le Honduras n'a juste rien fait pendant 75-76 minutes. Et s'est montré dangereux en fin de match, justement quand ça a commencé à devenir un peu tendu, quand t'as qu'un seul but d'avance à l'entrée du dernier quart d'heure, ça devient dangereux. Et j'ai oublié de saluer Ibra qui était dans le chat aussi. Salut Ibra. Et Panama s'est fait piéger. C'est véritablement ce que l'on appelle le fameux en football. Comment dirais-je, le fameux match, tu le joues 10 fois, tu le gagnes 9, sauf que le 10e fois, c'est typiquement le match qu'il fallait pas perdre. Si on dit que le Canada a choc, le Panama a choc 1000 fois, je suis pas d'accord sur En fait, je parle du contenu. Sur le contenu, le Canada a pris un bouillon toute la deuxième mi-temps. Le Canada s'est tiré une balle dans la tête tout seul, a commencé à montrer des points de fragilité, notamment face à Curaçao en phase de groupe, a montré que c'était instable sur la gestion des matchs. Panama a roulé sur son groupe, n'a pas un temps faible dans son groupe. Il y a la Guadeloupe qui revient un petit peu, mais le match est déjà plié depuis 2 heures et quand il réaccélère, c'est fini. Franchement, non. Et le match face au Honduras, le Panama l'écrase totalement. Donc il doit y avoir, enfin c'est comme le reste. C'est un peu comme le match d'ouverture, par exemple le Mexique, République Dominicaine. On a 3-2 au final. On se dit, ouh là là, et je l'ai dit, hein, la République Dominicaine a montré des points de fragilité défensive pour le Mexique, sauf que franchement, c'est pareil, hein, avec Dessy, on réécrit le football. Mais s'il y a 3-0 à la mi-temps pour le Mexique, c'est la même. Hein. Sauf que ça finit pas à 3-2 du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis pas dans le même degré de choc. Alors, oui, en termes de résultats, oui, ils ont choc. Ils ont choc puisqu'ils n'ont pas passé le Honduras. Donc, et on attendait le Mexique-Panama. Et ça aurait été probablement, comme tu dis, hein, Noévé, le match le plus intéressant de cette Gold Cup. C'est le match qu'on attendait. C'était la revanche des 2 dernières finales, hein, finale de Gold Cup 2023 et finale de Nations League. Donc voilà. Alors, et le problème, c'est que quand on dit Panama a choc, on se dit, ça veut dire qu'ils vont pas dans la bonne direction. Ça veut dire qu'il faut faut presque tout revoir. Bon, on va rappeler qu'il n'y avait pas Coco. Et quand il n'y a pas Coco,
il n'y a pas de football. J'exagère, mais bon, voilà. Non, non, l'objectif le principal objectif pour Panama, c'est ce groupe des éliminatoires. Il y avait cette construction dans le cadre des éliminatoires. Et est-ce qu'il faut jeter quoi que ce soit de cette équipe-là? Non, je le disais, ils ont tout maîtrisé. Ils ont le meilleur buteur du tournoi, Ismaël Diaz. Ils ont montré une force offensive assez folle. Ils ont montré qu'ils avaient une profondeur de banc à leur niveau. Tu pouvais changer les joueurs en cours de match, ça ne changeait pas la maîtrise collective de Panama. Il leur a juste manqué un poil plus d'efficacité dans ce match-là, en quart de finale. C'est pour ça que je dis que dire que c'est un véritable échec pour Panama, sur le plan du résultat, oui. Dire que c'est un choc absolu, c'est très sévère. Je vous rappelle par exemple que, demandez par exemple aux Brésiliens ce qu'ils retiennent de la Coupe du Monde 2018 ou 2022. Ils cherchent encore comment ils ont pu être éliminés par la Belgique et la Croatie. Hein. Ils se posent encore la question. J'ai vérifié si j'avais mis x2 sur le stream, tellement tu parles vite. Je parle trop vite, c'est vrai? Ah mince, je suis désolé, CC. Tu vois, je suis lancé, et quand je suis lancé, voilà, je suis désolé. Je pense que je pourrais pas parler moins vite. Du coup, il faudra que tu regardes en replay en 1.5. J'avais pas fait attention que je parlais aussi vite, mais c'est noté. C'est noté. Bref, tout ça pour dire donc que je trouve que c'est sévère de dire que le Panama a choc. Il y a un échec en termes de résultats, ça c'est sûr. Éliminer en quart de finale, c'est pas ce que l'on attendait. S'ils avaient été éliminés en demi par le Mexique, dans l'absolu, on aurait pu dire jamais 203. Mais voilà. Ce qui est plus compliqué, entre guillemets, en revanche, c'est que justement, c'est l'après. C'est la gestion de l'après pour Panama. Et vous le voyez, ils sont dans le groupe A, avec le Salvador, qu'on va écarter, parce que le Salvador, franchement, sur cette Gold Cup, on n'a pas vu grand-chose du Salvador. Mais il y a deux machines à piège pour Panama, surtout qu'on va être dans une optique de match aller-retour, qu'il faudra aller là-bas, et donc c'est commencer d'aller là-bas, surtout au Guatemala, où c'est toujours des ambiances très très chaudes, et surtout que le Guatemala a fait une demi-finale de Gold Cup, chose qui n'était jamais arrivée dans l'histoire de la sélection, meilleur parcours de l'histoire de la sélection à la Gold Cup, qu'elle a bousculé absolument tout le monde, qu'ils ont montré, Luis Fernando Tena a construit une équipe extrêmement équilibrée. On a vu par exemple, et justement pareil, hein, normalement le portier titulaire c'est Nicolas Hagen, il se blesse, Kenderson Navarro prend la place et il fait le taf le garçon, mais c'est surtout qu'ils ont été assez impressionnants dans leur volonté de faire mal à l'adversaire, de faire mal offensivement. Ils ont les éléments pour. Aaron Herrera, j'en avais parlé avant la Gold Cup, est toujours aussi dangereux offensivement. Les couloirs, avec notamment Oscar Santis d'un côté, qui a été dans le 11 de la Gold Cup, d'ailleurs je vous en parlerai, je vous le montrerai dans un instant, a été très 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 fort dans son couloir droit. Et puis on a vu d'autres joueurs, hein, comme Archimedes Ordóñez, comme Holger Escobar, qui est le meilleur jeune de la Gold Cup, j'en reparlerai aussi dans un instant, et aussi la légende Rubio Rubin en attaque. Attention à ce Guatemala-là. Ce que je veux dire par le côté attention, c'est qu'on peut très vite imaginer que dans ce groupe A, le mec qui sera second n'ira pas en barrage. Parce qu'il va y avoir potentiellement des points qui vont être perdus plus facilement que dans d'autres groupes, notamment le groupe B, mais on va y revenir dans un instant. Le fait est donc, je disais, que Guatemala a trouvé un équilibre, Luis Fernando Tena a trouvé un équilibre, a créé cette fameuse épopée qui va emmener le public derrière sa sélection. Ils ont perdu de peu face au Panama. Ils ont éliminé donc le Canada en dominant toute la deuxième mi-temps. Ça va être redoutable. Ça va être redoutable en aller-retour pour Panama. Ce qui va être redoutable aussi pour Panama dans cette campagne d'éliminatoire, ça va être de gérer le Suriname aussi, qui n'est pas passé, qui n'est pas sorti de la phase de groupe de cette Gold Cup, mais aussi qui a montré de très belles choses et qui a montré de très belles choses offensives. Pareil, ça peut faire très très mal en transition. Je ne sais pas si ça sera suffisant pour aller inquiéter une équipe comme Panama qui normalement devrait avoir le contrôle de toutes ces rencontres, mais attention. On parle de pièges, ils se sont fait piéger face au Honduras en fin de match, face à des transitions. Ils peuvent se faire piéger. Je veux pas dire, je ne doute pas comme toi, Red, mais il y a un danger potentiel. Et c'est vrai que dans ce groupe A,
On imagine que ça va être compliqué pour le Salvador, même si c'est jamais simple hein, d'aller jouer au Salvador. Attention à pas perdre trop de points en route pour les autres parce que ça va être compliqué peut-être pour le second en termes de points. Je rappelle que seuls les premiers de groupe se qualifient directement pour la Coupe du Monde et seuls les 2 meilleurs troisièmes. Il y a un des 3 seconds qui va être, entre guillemets, qui va avoir la place du con hein, à l'issue de ces éliminatoires puisqu'il n'ira même pas en barrage. Bref, on a quand même bien aimé voir hein, ce Suriname à la Gold Cup. Petite précision en termes de calendrier, le premier match du groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 n'est autre que Suriname-Panama. Voilà. On saura très vite si ce groupe est piégeux pour les Canaleros. On va continuer et justement notre bilan on va le faire groupe par groupe pour le coup parce que j'ai vu que ça parlait entre guillemets de la faiblesse du groupe B, c'est le groupe des Caraïbes hein, tout simplement. C'est le hasard du tirage qui a voulu que ça soit un groupe 100% Caraïbes et qu'il y aura donc un représentant des Caraïbes à la Coupe du Monde. La logique pour ceux qui suivent pas ou pour ceux qui n'ont pas suivi la Gold Cup, ou pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces zones, serait de se dire bah, la Jamaïque, easy. Oui, bah non, peut-être pas, parce que comme je l'ai vu dans le chat, et on voit que vous avez suivi la Gold Cup, il y a un monde dans lequel Curaçao s'offre la Jamaïque. Guatemala n'a pas les ressources pour dépasser Panama, ils vont pas tenir, s'ils ne sont pas trop bêtes, ils joueront à la 2e place. Oui, bah on verra. On verra sur la durée, mais normalement, en match aller-retour, je suis d'accord avec toi, le Panama doit finir premier. Voilà. Je dis juste que attention parce que le second est en danger. Bref, le groupe B. Donc, je disais, c'est le groupe donc qui était soi-disant promis à la Jamaïque, mais il y a un monde dans lequel Curaçao la prend cette première place. Alors, on va tout de suite écarter les Bermudes qui se sont qualifiés en éliminant Cuba. Je pense que les Bermudes vont être la victime expiatoire de ce groupe. On peut aussi un petit peu mettre de côté Trinidad et Tobago, parce que très franchement, quand tu vois la Gold Cup de Trinidad et Tobago, voilà, ça va être quand même assez compliqué. Même Trinidad avec sa pépite en attaque peut gérer la Jamaïque. Ouais, ça va être compliqué Trinidad et Tobago quand même. Hein. Franchement, je pense que ça va être... Ah, ça mise sur Trinidad et Tobago. Franchement, vu ce qu'on a vu à la Gold Cup de Trinidad et Tobago, on part de très très loin quand même hein, dans l'histoire. Donc voilà, hein, il faudrait un scénario rocambolesque. On va garder ces mots-là pour Trinidad et Tobago. Mais il y a un vrai risque pour la Jamaïque qui s'appelle Curaçao. Et il y a un vrai risque aussi parce que la Jamaïque, c'est toujours un petit peu n'importe quoi. Steve McLaren a été nommé l'année dernière, hein, de mémoire, sort d'une Gold Cup complètement ratée. La Jamaïque n'est pas sortie de la phase de groupe de la Gold Cup. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Le groupe était certes pas facile, hein, mais ils étaient dans un groupe avec Panama, Guatemala et Jamaïque. Et Guadeloupe, pardon. Donc la Jamaïque devait normalement être à hauteur, entre guillemets, à hauteur du Panama. Je rappelle le groupe, hein, je peux vous le remontrer. Il faut que j'enlève ça et que je mette ça. La Jamaïque termine 3e avec aucune victoire dans cette Gold Cup quand même. S'ils récupèrent Greenwood, ça va être le feu. Écoute, ils avaient Bailey, Demarai Gray, ils avaient récupéré Michael Antonio. On est content de l'avoir revu. Ils ont des joueurs. Franchement, c'est pas forcément un problème de joueurs. Ils ont André Blake dans les buts, qui est un des meilleurs gardiens, si ce n'est le meilleur gardien de la MLS, en tout cas l'un des meilleurs gardiens de la MLS. Ils ont de quoi faire. Je pense que le souci, c'est le sélectionneur. Sa position est très contestée. Une victoire, pardon. Oui, une victoire, pardon. Merci, CC. Le sélectionneur est très contesté du côté de la Jamaïque, Steve McLaren. Il y avait eu une réunion d'ailleurs qui était prévue fin juin après la Gold Cup avec la fédération. Ça ne devait pas concerner son avenir. Il n'y a pas grand-chose qui a fuité depuis. Hein. Il est toujours là. On sait qu'il n'a qu'un objectif, c'est de continuer à essayer d'attirer des joueurs qui viennent du UK ou d'Europe, toujours dans cette volonté de ne pas regarder ce qui se fait au pays ou de ne pas regarder ce qui se fait de l'autre côté de l'océan. Hein. Il veut regarder que ce qui se fait en Europe. Voilà, c'est assez compliqué. On n'a pas vu grand-chose de la Jamaïque dans cette Gold Cup. Vraiment, en termes de jeu, les Reggae Boys, c'était extrêmement... Voilà, c'est ça. Nueve résume tout. On n'a rien vu collectivement. Il y a 0 collectif. Il y a des individualités. Hein. Leon Bailey a failli mettre un but absolument exceptionnel. Il a fait des choses, lui, tout seul. Mais c'est un peu chacun joue dans son coin. Et collectivement, il n'y a rien. Il n'y a pas d'unité pour l'instant dans cette équipe-là. Ils ont 1 an pour construire ça. Enfin, ils ont moins d'1 an, hein, parce que les éliminatoires, ça commence là à la rentrée. Ça peut aller très vite. Surtout que... la première place, il va falloir la jouer, on le disait, avec Curaçao qui a été l'une des belles surprises de cette Gold Cup. La formation de Dick Advocat, d'ailleurs j'en profite,
Si vous êtes anglophone, vous allez adorer. Si vous n'avez pas vu passer ça, je vais quand même vous l'afficher. C'est absolument magnifique. Je ne sais pas si je peux le lire parce que Twitch va pas aimer. Je ne vais pas vous le traduire, mais si vous êtes anglophone, l'annonce de la prolongation de Dick Advocat est absolument exceptionnelle par le compte qui suit le football de Curaçao, Curaçao Football News. Je vous laisse lire les 2 premiers mots et en parler avec Valdemar Kita, par exemple. Absolument magnifique, hein, voilà. J'adore ça. Si vous êtes en train d'écouter le podcast, allez sur YouTube pour aller voir ça. Je ne sais pas si je peux le lire ou voilà. Donc voilà. Les 2 premiers mots disent tout. Traduisez-les. Le tweet est absolument exceptionnel et plaira beaucoup à Valdemar Kita, je pense, et au peuple nantais. Donc, par l'occasion. Bref, le fait est que Curaçao, dans cette Gold Cup, a fait une vraie belle Gold Cup. Ils ont fait une belle phase de groupe. Ils n'en sont pas sortis de cette phase de groupe, mais on va retenir notamment le match face au Canada où ils auraient quand même pu aller chercher cette Gold Cup. Dick est prolongé. Oui, c'est vrai, je peux le dire comme ça. Et ils se sont fait surtout éliminer sur le fil face au Honduras au dernier match. S'ils avaient battu le Honduras avec des si, toujours pareil, s'ils avaient battu le Honduras, ils se seraient qualifiés. Et c'est peut-être eux qui auraient été bousculés, Panama derrière. Il y a un danger, il y a un véritable danger pour la Jamaïque. Une Jamaïque qui semble vraiment totalement dépassée, sans collectif. On ne sait pas où elle va. On sait juste que le sélectionneur qui est pour l'instant toujours en place, mais ça peut aller vite, parce que s'il continue de dire moi je vais aller chercher des joueurs en Europe, rien à faire de ce qui se fait sur place, on sait qu'il y a une autre partie, une autre frange en Jamaïque qui peut dire oui, mais attendez, on a une académie sur place, faut promouvoir nos joueurs, blablabla. Ça peut vite partir en sucette. Et ça peut vite partir en sucette si les résultats ne sont pas bons ou si ça commence à coincer dès le début des éliminatoires. Alors, j'avais pas noté, je vais essayer de regarder ça rapidement, de regarder quel est le premier rendez-vous de la Jamaïque dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Ça va commencer tranquillement puisqu'ils se déplacent aux Bermudes. Alors s'ils ne gagnent pas aux Bermudes, là ça va grogner très fort en septembre. Et ensuite ils accueilleront Trinité et Tobago avant d'aller à Curaçao début octobre, enfin sur la session, le premier match des 2 matchs d'octobre. Donc il y a moyen qu'ils arrivent à Curaçao. Normalement on attend à ce que la Jamaïque arrive à Curaçao avec 6 points. Il y a Ange Postecoglou dispo pour eux au cas où. Ouais, mais tu vois, c'est trop tard en fait. Franchement, c'est pareil, tu vois, il y avait eu des rumeurs sur. Enfin, il y avait eu beaucoup de pression et beaucoup de commentaires sur Steve McLaren, faut qu'il saute. Il y a des gens qui sont venus le défendre, des anciens joueurs, des membres, enfin des dirigeants, des choses comme ça. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Tu vires pas ton entraîneur à 6 matchs. Tu vois ce que je veux dire, à l'abord des éliminatoires. Tu es obligé d'aller au bout avec. Tu es obligé d'aller au bout. Que ça soit dans la bonne ou dans la mauvaise direction, mais très franchement, t'as pas le choix, tu es obligé de continuer comme ça. Alors tu vas me dire, oui, tu peux aller dans le mur, oui, mais tu es obligé d'aller dans le mur comme ça. Peu importe le sport, ça veut que ça saute chez McLaren. C'est vrai, c'est vrai. Même si c'est moins dominateur là, c'est peut-être que la Jamaïque devrait jouer en orange pour que ça aille un petit peu mieux. Bref, tout ça pour dire que ce groupe B, qui est promis au duo Jamaïque-Curaçao, va être aussi extrêmement intéressant. Et il y a un monde, comme on disait, comme ça a été dit dans le chat tout à l'heure, il y a un monde dans lequel la Jamaïque se retrouve deuxième. Ça peut arriver. Parce que ça peut aussi ne se jouer que sur l'aller-retour face à Curaçao. Et on a vu de très jolies choses du côté de la bande à Dick Advocat et on sait qu'il va être capable de mettre en place quelque chose qui va bousculer un petit peu, même s'il n'y a pas grand-chose, beaucoup d'efforts à faire pour bousculer la Jamaïque, mais qui peut bousculer la Jamaïque. On va passer au groupe C. Un groupe C qui s'annonce assez fou. Alors, il y avait le Nicaragua qui n'était pas à la Gold Cup, éliminé par la Guadeloupe en barrage, 2 défaites du Nicaragua. Et c'est vrai que dans ces conditions, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour le Nicaragua, qui du coup se concentre uniquement sur cet éliminatoire-là, parce que les 3 autres étaient présents à la Gold Cup, et parmi les 3 autres, il y en a quand même 2 qui ont acquis quelques certitudes. Alors pas forcément en brillant, en étant hyper spectaculaire dans le jeu ou en montrant des choses absolument folles, la bise au Honduras de Reinaldo Rueda, mais le fait est que à la fois le Costa Rica et à la fois le Honduras ont montré des choses extrêmement intéressantes. Et normalement, ce groupe-là est promis à ces 2-là. Je reviendrai sur le cas d'Haïti brièvement tout à l'heure. On a vu des choses intéressantes du côté du Costa Rica du Piojo Herrera. On va rappeler juste que le Costa Rica, je vais vous remontrer le tableau. Le Costa Rica a été éliminé
par les États-Unis sans perdre, 2 buts partout entre États-Unis et Costa Rica, que le Costa Rica n'a pas perdu non plus face au Mexique, mais je disais que c'était un match particulier, c'était le dernier match de la phase de groupe. Et pour dire les choses très clairement, le Costa Rica sort de la Gold Cup sans invaincu. Voilà, tout simplement. Donc il y a aussi ces certitudes-là qui ont été acquises, et surtout le fait que on a vu des choses extrêmement intéressantes dans l'animation offensive, notamment de ce Costa Rica-là. On connaissait Alcocer, on a vu que le duo Alonso Martinez, Manfred Ugalde, c'était quand même extrêmement sérieux, offensivement parlant. On a vu un beau Costa Rica. Ça fait plaisir d'avoir vu un Costa Rica offensif, un Costa Rica qui veut prendre son destin en main. On reste sur des époques où on a eu des Costa Rica hyper frileux, hyper défensifs. C'était un peu le revers de la médaille du quart de finale historique à la Coupe du Monde, où derrière on s'était dit, ok, si on sait défendre, on aura des perfs. On a mangé ça avec le Costa Rica pendant quelques années. Le Pioro Herrera a quand même bâti une équipe qui quand même garde sa solidité défensive, qui a quand même en Keylor Navas un gardien de très 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 haut niveau, on va pas se mentir, et il a encore démontré durant cette Gold Cup, il aurait même dû prétendre au titre de meilleur gardien, j'y reviendrai dans un instant. Donc on a vu des choses extrêmement intéressantes dans ce Costa Rica-là. Il y a des cadres, Francisco Scalvo en est un, Keylor Navas en est forcément un. Il y a des plus jeunes, Brandon Aguilera, je l'avais pas cité, et le duo offensif Alonso Martinez. Donc voilà, ouais, je sais, je dis du bien du Pioro, mais pour le coup, son Costa Rica était intéressant à voir jouer. Voilà. Son Costa Rica était intéressant à avoir joué. Moins intéressant dans le jeu, le Honduras. Il n'a pas forcément montré grand-chose, mais il a montré quoi, ce Honduras? Qu'il savait résister, qu'il savait défendre, ça pour le coup, et qu'il était capable de tendre des pièges. Et des éliminatoires en match aller-retour, c'est une affaire de pièges. Donc c'est vrai que le Costa Rica-Honduras, c'est le duel qu'on attend pour la première place, s'annonce particulièrement intéressant. On a vu que le Panama s'est cassé les dents sur le Honduras, donc attention quand même si c'est vrai que sur le papier, normalement, vu ce qu'ils ont montré, ce Costa Rica-là, s'il continue dans cette dynamique-là, va être extrêmement, normalement, doit prendre la première place de ce groupe. Et c'est peut-être l'un des gros enseignements de cette Gold Cup pour les Ticos, c'est qu'ils sont capables de mettre en place des formations séduisantes. Certes, ils ne passent pas les quarts de finale parce qu'à chaque fois, ils se mangent un gros en quart de finale, mais cette fois-ci, c'est passé à une séance de tir au but près, et il y a eu quelques situations où ça aurait pu véritablement complètement retourner le match face aux États-Unis. Là, Haché dans le groupe B, ça passe easy premier. Oui, on est d'accord. Le groupe B est terrible. Et il y a un vrai coup à jouer pour Curaçao de cela. Au moins, les Ticos n'ont pas garé le bus comme ils l'ont fait en Coupe du Monde, comme ils le faisaient en Coupe du Monde depuis l'exploit du quart de finale. Le quart de finale a fait beaucoup de mal, entre guillemets, dans le sens où derrière, ils se sont dit, c'est comme ça qu'il faut qu'on joue pour qu'on ait des résultats. Et ils ont sacrifié entre guillemets, quelques joueurs sur cette notion on va d'abord être solide et on va tout miser sur des contres. Là, ils sont capables de prendre le jeu à leur compte. On l'a vu dans cette Gold Cup, et c'est en ça que ça devient intéressant. Et c'est pour cela aussi, donc vous l'avez compris, que ces éliminatoires là vont être particulièrement sympas à voir, parce que voilà, en fait, concrètement, la Gold Cup nous a hypé le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, parce que ça va être passionnant, parce qu'il y aura des dégâts, parce qu'il y aura que 3 qualifiés directs et il y aura que 2 qui iront en barrage intercontinental. Donc c'est absolument voilà, c'est l'un des enseignements de cette Gold Cup. On va terminer la dernière partie. On va forcément aborder quelques déceptions, et parce qu'il y en a eu, forcément, il y en a toujours dans ces conditions-là. Alors, dans les déceptions, je pourrais citer l'Arabie Saoudite, mais je vais l'écarter direct parce qu'ils étaient venus en OP, très concrètement. Pourquoi je dis en OP? Je rappelle que l'Arabie Saoudite a été invitée parce que les principaux sponsors de la Gold Cup étaient saoudiens cette année, c'était le PIF et c'était Aramco. Donc, on a invité l'Arabie Saoudite. Que l'Arabie Saoudite est arrivée à cette Gold Cup privée de ses meilleurs joueurs, qui étaient tous avec Al Hilal, enfin pas tous, mais en grande majorité avec Al Hilal à la Giannis International Cup. Que l'Arabie Saoudite est arrivée dans cette Gold Cup 4-5 jours après ne pas avoir réussi à fracasser l'Australie et donc se retrouver à se dire: ok, nous on va passer par un 4e tour pour aller à la Coupe du Monde, 4e tour d'éliminatoire, donc elle est sur autre chose. Voilà, elle n'a pas fait une Gold Cup hyper reluisante, elle n'a pas enflammé qui que ce soit, mais si vous regardez le tableau, bon, elle perd en quart de finale.
l'Arabie Saoudite est en quart de finale de la Gold Cup, donc elle a rempli son taf. Je parlais tout à l'heure du côté des États-Unis à la Coupe du Monde 2022, ils ont fait une Coupe du Monde sans émotion, mais ils ont fait le taf. Bah voilà, ils ont fait le taf sans émotion. On n'attendait pas grand-chose de l'Arabie Saoudite. On n'a pas été déçus, hein, mais on n'a pas vu grand-chose non plus. Ils étaient venus tranquillement faire une Gold Cup, ils ont fait un quart de finale, voilà. Donc je vais les écarter, c'est pour ça que je ne vais pas les mettre sur le côté, c'est une déception. Pour moi, les deux grosses déceptions, vous les voyez venir, c'est Guadeloupe et c'est Haïti. Et deux déceptions qui sont à peu près un petit peu sur la même ligne, en fait, concrètement, dans cette compétition. Parce que, alors pareil, je ne veux pas dire qu'on les voyait aller plus loin. On rappelle que la Guadeloupe, par exemple, avait été éliminée, hein, enfin, oui, a éliminé dès la phase de groupe en 2023 sur le dernier match face au Guatemala, avec le doublé de Rubio Rubin, et s'était fait retourner alors qu'il pouvait aller en quart de finale. Là, on a vu une Guadeloupe qui s'est fait marcher dessus par Panama, qui a montré beaucoup de carences offensives dans cette Gold Cup. Déception pour Guadeloupe et Haïti sur le même point, hein, en fait. Hein. Beaucoup de manque d'efficacité offensive, beaucoup de mauvais choix, beaucoup de mauvaises idées et surtout cette capacité à plonger dès que les choses ne fonctionnent pas. C'est assez dommage, c'est décevant. On attendait plus de la Guadeloupe, on les attendait en quart de finale en fait, hein, pour dire les choses très clairement. Salut Red is Dead, très beau pseudo, j'aime beaucoup. Encore un créateur de contenu, je sais pas Red, je sais pas. La Guadeloupe qui n'a pas su prendre sa revanche, oui, mais c'est le contenu en fait qui est un petit peu plus embêtant pour la Guadeloupe. On s'attendait à mieux parce que l'effectif donnait l'occasion d'envisager un petit peu mieux dans le contenu. Qui se qualifie ou pas, tu sais, c'est toujours pareil, ils étaient dans un groupe extrêmement relevé, mais il y avait un coup à jouer quand tu vois par exemple, merci pour le follow, RedIZ. Mais voilà, c'est décevant sur ce point-là, surtout qu'en plus on ne sait pas trop maintenant hein, quelle modification. Alors le prochain objectif pour la Guadeloupe, c'est pas les éliminatoires, hein, ils n'ont pas le droit, hein, je le rappelle, ils n'ont pas le droit de faire des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Le prochain rendez-vous, ce sera la Nations League, la prochaine Nations League, le prochain cycle. Est-ce qu'il va y avoir du mouvement au sein de la sélection, que ce soit à la tête de la sélection ou comment dirais-je, ou en termes de joueurs, certains sont un petit peu plus âgés, donc ça peut aussi être une fin de cycle pour certains membres de la sélection guadeloupéenne. On verra de manière générale, mais par exemple, voilà, est-ce qu'on va repartir sur un cycle de 4 ans, Brice Cognard à 35 ans, donc je pense que c'était la dernière grosse compétition. Est-ce que, alors j'ai vu que Dimitri Cavaret était parti en Turquie, est-ce qu'il a 30 ans, donc ça va encore. J'essaye de regarder par rapport aux âges. Est-ce que Anthony Baron, 32 ans, va continuer? Voilà, beaucoup de questions. Thierry Ambrose, il y a encore le temps, donc c'est bon, on va encore le voir. Il y avait quand même quelque chose de mieux à faire. Il y a un côté frustrant, et il y a un côté frustrant dans le contenu, parce qu'on n'a pas vu, voilà, on a vu beaucoup de mauvais choix. Est-ce que ça sera toujours Angloma à la tête des Guada Boys? Écoute, je n'ai pas vu passer d'infos comme quoi pour l'instant ça ne serait plus lui. Donc on va surveiller. La Guadeloupe a joué 10 minutes face à l'Arabie Saoudite et c'est tout, c'est un peu le problème. Bon, après, ce qui l'aide pas sur le premier match, enfin, je sais pas. C'est compliqué, et c'était frustrant parce qu'offensivement, le nombre de fois où on s'est arraché les cheveux sur les décisions qui étaient prises devant, il y avait des choses, il y avait un potentiel et le potentiel on l'a pas vu. Et c'est la même chose avec Haïti. Alors avec Haïti, il y a tout un contexte aussi, hein. On le sait, c'est très compliqué du côté d'Haïti. Du point de vue social, du point de vue politique, de plein de points de vue, ça doit forcément peser, hein, c'est une évidence. Et on arrive avec le même sentiment au final, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une sélection qui, sur le papier, est extrêmement intéressante, vraiment, très très intéressante, qui va maintenant partir en éliminatoire pour la Coupe du Monde, mais qui part en éliminatoire avec la Coupe du Monde avec beaucoup d'interrogations. Il y avait une première alerte juste avant la Gold Cup, hein, la lourde défaite à domicile, domicile, façon de parler, puisqu'ils ne jouent pas à domicile, hein, et c'est ça le problème pour Haïti aussi. Face à Curaçao, c'était juste avant la Coupe du Monde, avant la Gold Cup, pardon. On sait que le sélectionneur Sébastien Migné n'est pas menacé, hein, parce que pour le coup, l'objectif, c'est comme pour Panama, l'objectif, c'est les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, donc c'est à la rentrée. Mais voilà, on a vu des choses offensivement parlant où
Pareil, le même manque d'efficacité. En fait, c'est vraiment un manque d'efficacité dans les zones d'intérêt, dans les zones de vérité, que ça soit devant ou derrière. On a vu des erreurs défensives que tu n'as pas le droit de commettre à ce niveau-là, et on a vu des mauvais choix offensifs. On est sur le même niveau, et je sais pas si on parle je sais pas si finalement le mot déception c'est le mot qui s'applique. Je dirais peut-être plus le mot frustration de ne pas les avoir vus faire mieux. Est-ce qu'on les voyait trop beaux? Je suis pas sûr. L'avenir nous le dira. Mais ça va être très compliqué pour Haïti hein, dans sa phase de groupe parce que Haïti ne jouera aucun match à la maison. Je vous rappelle, je vous remonte dans quel groupe ils sont. Ils ont le Costa Rica, ils ont le Honduras. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Exactement ce que vient de dire Dame Not Sorry, c'est-à-dire, faut pas trop compter sur eux. Je suis même pas sûr qu'ils touchent leur prix, mais donc dur de se motiver. C'est un peu le sentiment qui en ressortait. Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce qu'il y a une vérité? Vraiment l'envie d'y aller? Bon, là, c'est des éliminateurs Coupe du Monde, c'est différent, mais vraiment, le contexte est très pesant, trop négatif pour que tu puisses espérer beaucoup de choses. On va voir. Les certitudes semblent quand même minimes, hein, vraiment, vraiment minimes pour Haïti dans l'optique des éliminateurs de la Coupe du Monde. Le groupe paraît très compliqué parce que Costa Rica semble promis à la première place et se battre pour la deuxième place dans ces conditions-là avec le Honduras. Et avec peut-être le Nicaragua, hein, on verra. Hein, il y a un monde dans lequel le Nicaragua se relève et se montre dangereux. Ça s'annonce quand même très compliqué. On a quasiment terminé ce bilan. On a fait quasiment toutes les équipes. J'ai dit, on ne ferait pas toutes les équipes, mais on les a fait toutes. Mais vous voyez, j'ai anglais un petit peu. On est à quoi? 1h23, ça va, c'est pas trop mal. Il reste une équipe, c'est la République dominicaine. Et elle, pour le coup, je ne vais pas la mettre dans le rayon des déceptions parce que c'était une découverte, hein, très clairement. Difficile de tirer des conclusions sur la République dominicaine. On a vu des choses intéressantes. En fait, ce qu'on peut noter, c'est cette progression. C'est cette progression. On a vu une équipe qui n'a pas flanché face au Mexique, par exemple, qui a du coup bousculé un petit peu un Mexique qui n'avait pas réussi à se mettre à l'abri. On a vu des choses aussi intéressantes face au Costa Rica. C'était la première participation de la sélection à la Gold Cup. Ce qui est intéressant, c'est que c'est cette dynamique, et c'est en ça qu'on va garder la République dominicaine de côté. C'est de voir comment ça va continuer à avancer. La République dominicaine s'est qualifiée à la Gold Cup en remportant son groupe de Ligue des Nations. Donc Ligue des Nations, ils vont être en Ligue A à partir du prochain cycle et donc vont pouvoir continuer à se mesurer à des plus gros niveaux et donc continuer d'essayer de progresser. La petite frustration un petit peu que l'on peut avoir sur cette Gold Cup par rapport à la République dominicaine, c'est qu'on aurait quand même aimé voir ce que ça aurait donné avec Mariano Diaz en attaque. Il préférait rester en Europe pour gérer un potentiel transfert. Voilà, mais on a pris note de l'évolution de la République dominicaine, qui pour sa première Gold Cup a pris un point. C'est pas négligeable, ça paraît anodin, mais c'est pas négligeable, et qui a proposé des choses très intéressantes dans le contenu. À voir donc maintenant sur le prochain cycle de Ligue, sur le prochain cycle de Ligue des Nations. Voilà pour donc ce bilan de la Gold Cup. Je vais juste le terminer en vous montrant 2-3 choses. Le Suriname peut trouver dans cette Gold Cup quelques éléments de progression. Oui, très clairement. Et peut essayer de se dire avec ces certitudes-là qu'il peut essayer d'aller jouer une deuxième place derrière la première qui est prévue pour Panama. Mais il peut y avoir des accidents. Normalement, non, mais sait-on jamais. Je voulais juste terminer pour vous montrer quand même quelques trophées qui ont été remis. Le 11 type de la Gold Cup, le voici. Avec Malagón dans les buts, on va y revenir dans un instant. Johan Vázquez, César Montes et Chris Richards en défense, ça va. Il est assez cohérent, hein, le 11, hein, dans l'ensemble. Edson Alvarez, Diego Luna d'un côté. Mince, j'ai mangé son nom. J'arrive pas à le lire. Et j'ai mangé son nom. Je vais le retrouver tout de suite. C'est Reyes. Pourquoi ils ont mis Reyes González? Ouais, c'est Reyes. Et Darlene Reyes pour la République dominicaine. Oscar Santis, qui, je le disais, a été très très bon. Malik Tillman, forcément. Et devant, Raúl Jiménez. Évidemment, Raúl Jiménez et forcément Ismaël Diaz parce que meilleur buteur de la compétition. Qu'est-ce que Diego Luna fait ici? Il a fait une très très belle Gold Cup. Il mérite cette place dans ce couloir-là. T'aurais mis qui, Raph, sur cette Gold Cup-là? Voilà. Moi, très franchement, ce 11, je le trouve très courant. Murillo, ouais. Non, Diego Luna, ça me paraît très courant. C'est un 11 très offensif, hein, quand même, on va pas se mentir. Faut pas perdre le ballon, hein. Sinon tu vas être vite en danger quand même. Mais c'est le principe de ces 11.
Ce 11 est assez cohérent de manière générale. Je rappelle donc que le meilleur joueur, je sais pas si ça vient de mon smartphone, mais le nom des joueurs est illisible. Je t'avoue que j'ai eu du mal à le lire et j'ai pas trop compris. Je veux bien le réafficher. C'est peut-être un peu petit. Alors je te le dis, Malagón dans les buts, Johan Vasquez, César Montes, Chris Richards, défense à 3, Diego Luna à gauche, Edson Alvarez dans l'axe en 6, juste devant la défense, Reyes à droite, le joueur de la République dominicaine, Malik Tillman et Oscar Santis, derrière un duo d'attaquants, Raúl Jiménez, Ismaël Diaz. Voilà pour le 11. Qui est assez cohérent. Le meilleur joueur de cette compétition nommé a été Edson Alvarez. Bon, c'est pas forcément déconnant non plus. Très honnêtement, je pense que j'aurais mis Raúl Jiménez. Mais pourquoi pas Edson Alvarez? Il a marqué le premier et le dernier. Il est le capitaine champion. Il a fait une bonne Gold Cup. Il a aussi bouché quelques trous quand ça commençait à vaciller défensivement dans les rares épisodes où ça vacillait du côté du Mexique défensivement parlant. Donc c'est pas non plus hyper déconnant d'avoir Edson Alvarez meilleur joueur. Le meilleur jeune, je le disais tout à l'heure, c'est le Guatémaltèque Holger Escobar qui a fait. C'est pareil, c'est pas volé non plus. Ça me semble assez cohérent. Et c'est assez intéressant de voir que la CONCACAF, quand même, est sortie un petit peu de l'axe Mexique-USA. Il y a beaucoup d'Américains et de Mexicains, pardon, forcément, c'est les deux équipes finalistes. Mais voilà, on a un Panaméen dans le 11 type, on a un Guatémaltèque comme meilleur jeune, on a un joueur de la République dominicaine et on a un autre Guatémaltèque dans le 11. C'est intéressant de voir cela. On espère que ça augure de choses intéressantes par la suite. Le seul point discutable, je pense, il est là. C'est dans le choix du meilleur gardien, Luis Malagón. Pas que Luis Malagón n'est pas un excellent gardien. Hein, je l'avais dit au début de la Gold Cup, c'est probablement le meilleur gardien mexicain à l'heure actuelle. Sauf qu'il n'a pas eu grand-chose à faire dans cette Gold Cup, Malagón. Donc, en comparaison, je crois que j'avais vu passer un tweet en réponse à ça où un mec disait Keylor Navas en un match a fait autant d'arrêts que Malagón sur toute la compète. C'est pas complètement faux. Je pense qu'un Navas ou même un Matt Freese, qui a été l'un des hommes clés du parcours des États-Unis, aurait mérité ce trophée de meilleur gardien. Bref, c'est des débats annexes. On va pas se mentir, c'est pas le truc qui va changer l'histoire de l'humanité. Mais c'est ainsi donc que se termine cette Gold Cup. Salut à King Giannisy qui arrive au moment où on a terminé. C'est terrible, King Giannisy. C'est terrible. On arrive au bout. On le donne toujours aux gagnants. En fait, alors, c'est pas totalement faux ce que tu dis. On donne souvent les trophées aux joueurs qui sont présents sur la pelouse le jour de la finale. Voilà. Donc c'est vrai que ça compte. Et ça, c'est un élément qui compte. Dans beaucoup de tournois, c'est un facteur. C'est-à-dire que quand tu hésites entre 2-3 joueurs, entre 2 joueurs, par exemple, t'es vachement plus à l'aise quand il y en a un qui est pas là. Donc du coup, tu le donnes à l'autre. Là, pour le coup, tu vois, par exemple, pour Malagón, Freese était là en face. Hein. Tu peux le donner à Freese. Hein. Très honnêtement, et ça aurait pas été déconnant. Que tu le donnes pas à Navas parce qu'il est pas là et qu'il est rentré à la maison depuis longtemps, ok. Que tu le donnes pas à Matt Freese, parce que Malagón n'a pas fait grand-chose dans cette Gold Cup, on va pas se mentir. Et une fois de plus, ça ne retire pas les qualités qu'il a. Aussi, la finale, ça peut changer beaucoup de choses. Regarde hier, Palmer, un match, ça change tout. Ouais, bah justement, la finale, Malagón, il a rien à faire. Hein. Il prend un but sur la première action et derrière, il a plus rien à faire. Hein. Donc, tu vois. Donc voilà, et Freese n'est sur les 2 buts, il se fait fusiller par Raúl Jiménez et après il se prend un but à bout portant d'Edson Alvarez à la limite du hors-jeu. Donc Freese fait une bonne finale, hein, de manière générale, tu vois ce que je veux dire. Bref, bon, c'est comme ça. C'est un débat annexe, c'est pas hyper important, des récompenses individuelles sur un tournoi et sur un sport collectif. Hein, voilà, hein, on va pas se mentir. On sait ce que ça vaut. Bref, voilà, on arrive au bout de ce bilan, de ce gros bilan de la Gold Cup. Et vous voyez pourquoi je voulais consacrer toute l'émission à ça et rien qu'à ça, parce que 1h30 quand même, pour dresser le bilan général de cette Gold Cup. J'espère, si vous l'avez suivi, que vous l'avez kiffé, cette Gold Cup. Est-ce que Malagón est considéré comme le successeur de Memo Ochoa? On verra, c'est une bonne question. Seul l'avenir pourra le dire. C'est une réponse bateau que je te fais, mais Ochoa, c'est quand même une légende au Mexique. Et d'ailleurs, encore plus, parce qu'on a vu, et c'était une question qu'on se posait, et tu vois, on va terminer ce bilan Gold Cup sur Memo Ochoa, et c'est pas plus mal de terminer sur Memo Ochoa. On s'était posé beaucoup de questions sur la sélection de Memo Ochoa
dans ce groupe-là. Et on s'est aperçu que Memo Ochoa est devenu le grand frère de cette sélection-là. On pouvait se poser la question de savoir est-ce que ça allait être facile dans le vestiaire de gérer Memo Ochoa, qui est Memo Ochoa, dans ce vestiaire-là. Voilà, c'est extrêmement facile. Ochoa, c'était le grand frère. Et c'est peut-être aussi ce qui a ramené du calme au sein de toute cette sélection-là. Voilà. Équipe type de la Coupe du Monde des clubs, il y a Bono, mais le meilleur gardien, c'est Sanchez de Chelsea. Tu comprends rien, donc c'est pas étonnant qu'on le donne aux gagnants. Oui, après, oui. Mais le fait est que, tu vois, Sanchez était là. Et tu peux pas donner à Donnarumma qui a pris 3 buts en finale. Voilà. Donc ça s'est joué là. Alors que Bono, il y a un moment qu'il est reparti. Peut-on finir le bilan sur l'image de Gianni sur le podium? Alors, tu veux que je te dise, j'avais entre guillemets prévu de la passer. Et je ne l'ai pas mise. Je ne l'ai pas mise. Je ne sais pas si je dois la mettre. Je ne sais pas si vous avez envie de voir ça. Franchement, je ne sais pas si vous êtes prêts à subir ça. Où est-ce que je l'ai rangé? Je l'ai rangé ici, je crois. Est-ce que vous voulez voir Gianni? Est-ce qu'on termine vraiment sur une image de Gianni Infantino présent sur le podium? Vous voulez vraiment qu'on termine ce bilan là-dessus pour ceux qui sont ceux qui verront la rediff YouTube? Est-ce qu'ils seront prêts à ça? Est-ce que tu penses qu'ils pourront encaisser cette dure image à la fin? Oui, vous la voulez? Vous la voulez? Allez, voilà. La dernière image de cette Gold Cup. Je l'ai pas vu. Menteur, Isanoé, menteur. La dernière image de la Gold Cup, parce qu'au final, c'est le plus gros flop de la Gold Cup. Inviter un mec qui a bousillé ta compète. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, la dernière image de cette Gold Cup. La voici. C'est le président de la CONCACAF avec Gianni Infantino venu remettre le trophée. Gianni Infantino qui a donc décidé de détruire la Gold Cup en mettant une compétition de merde au même moment, qui a, en plus d'invisibiliser médiatiquement une compétition qui était déjà pas très visible médiatiquement, l'a privé de nombreux de ses meilleurs joueurs. Mais ça suffit pour que notre cher président de la CONCACAF décide de l'inviter sur le podium pour remettre le trophée. Voilà. Quand on est, quelqu'un m'a répondu sur X, à juste raison pour le coup, que l'on est dans un système féodal. On est exactement dans un système féodal où tout le monde, beaucoup de confédérations ne sont que les serviteurs du prince ou du roi, le divin chauve, exactement. Le roi Gianni Infantino qui était donc présent sur le podium. Je vous enlève l'image, je suis désolé Nostromo pour tes yeux, mais c'est vrai que c'est un point, tu le dis, c'est à juste raison. Voilà, inviter le mec qui a fait en sorte de fracasser ta compétition. Voilà, fallait oser, la CONCACAF l'a fait. Voilà, est-ce que tu as vu mon message sur Discord? Je l'ai vu, Red, je te réponds après. J'ai vu un message de King Giannissi, une note à cette Gold Cup. Je suis un peu mitigé, surtout quand tu vois l'Arabie Saoudite jouer avec des pays des Caraïbes. Oui, bah après, non, moi ça me choque pas. Voilà. Ils sont invités, ils sont en opération, ils sont en OP, c'est une OP. C'est une OP sponsor. Avant, c'était Qatar Airways, donc on a eu le Qatar. Je l'avais dit sur le guide de la Gold Cup. Je l'avais dit sur le guide de la Gold Cup. On a toujours eu des invités, enfin on n'a pas toujours eu, on a eu une période où on avait des invités à la Gold Cup, il y a eu une période où ça s'était arrêté pendant une dizaine d'années à peu près, et c'était revenu. Mais voilà, on a eu du Brésil, on a eu de la Colombie, on a eu de l'Équateur, on a eu de l'Afrique du Sud présent à la Gold Cup, donc c'était pas le problème. On arrive donc au bout de ce bilan de la Gold Cup. Pour répondre à ta question, Giannissi, quelle note? C'est difficile, note sur 10. Moi écoute, je l'ai beaucoup aimé cette Gold Cup, je l'ai beaucoup aimé. Je suis un peu frustré parce que je voulais mes demi-finales Mexique-Panama et États-Unis-Canada. Mais je lui dirais un bon 7. Un bon 7, et parce que je suis frustré de ne pas avoir eu ces demi-finales-là. Mais j'ai vu des choses extrêmement sympas de manière générale. J'ai vu le message de Red par rapport à ce que je live les barrages de Sudamericana. Alors on essaiera de les suivre en parallèle. Il y a un live de prévu cette semaine, ça sera dans la nuit de mercredi à jeudi. Il y a un live MLS parce qu'il y a des gros matchs de MLS en milieu de semaine. Donc dans la nuit de mercredi à jeudi, on arrivera vers 1h30 et on a notamment un Cincinnati Inter Miami et un Nashville Columbus Crew. Les deux matchs vont s'enchaîner, donc on va se faire ce duo-là. Il y a 1 heure d'écart entre les deux, donc on aura un petit peu de double écran et on fera la suite.
Donc on va se faire ces 2 matchs-là, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi, on viendra vers 1h30. La Sudamericana, les matchs sont dans la nuit de mardi à mercredi, de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi. Il y a quelques matchs intéressants, je suis pas sûr de... Le problème, c'est que les matchs sont à minuit. Pour te dire les choses très clairement, les matchs commencent à minuit. Donc quand on fera le live à 1h30, tu comprends qu'en parallèle, on regardera ce qui se passera du côté de la Sudamericana. Par contre, les matchs qui démarrent à minuit, moi je travaille jusqu'à minuit en fait ces soirs-là. Donc je vais déborder un petit peu. Vous avez vu que dimanche, ça a du coup pas été trop possible de venir faire le live. Donc il y aura au moins ce live-là dans la nuit de mercredi à jeudi. Je m'avance pas trop sur les matchs de Sudamericana. Il y a Independiente del Valle Vasco qui m'intéresse très très fortement. J'ai plus la date, mais celui-là m'intéresse de fou. Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas pour le match de Boca, on n'a rien raté. C'est vrai qu'en plus, on n'a rien raté. Moi, j'ai pas vu le match de Boca, j'ai vu le match de River derrière. Mais j'ai pas vu le match de Boca. IDV c'est cool, mais c'est à 2h30. Oui, mais c'est quand du coup je crois que c'est à 2h30, mais je crois que ça sera plus ou moins. Je sais pas si c'est dans la nuit de. C'est pas dans la nuit de mardi à mercredi. Ça doit être ça. Ça doit être dans la nuit de mardi à mercredi. Et je me suis posé la question de savoir est-ce que ça vaut le coup de lancer un live à 2h du matin. Donc voilà. Et Nostromo valide que CC est présent dans le Discord. Bon ben voilà, très bien. Donc voilà pour les rendez-vous. Le prochain rendez-vous, il est là. Il est dans la nuit, donc de mercredi à jeudi, et c'est demain dans la nuit. Ouais, c'est ça. Donc je suis pas sûr de lancer un live à 2h30 du matin, si tu vois ce que je veux dire. Peut-être que si ça me prend comme ça, je le lancerai, mais je préfère ne pas l'annoncer. Donc voilà, Boca a toujours la même histoire. Les matchs sont difficiles à regarder. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le prochain rendez-vous, ça, j'ai forcé via l'app, mais le lien, ça n'allait pas. C'est bizarre parce que tu vois, j'ai cliqué sur le lien pour voir et ça m'a envoyé direct sur le Discord. Bon, écoute, je note ton truc, je note ta remarque, ton impossibilité. S'il y en a d'autres qui ont des soucis en cliquant sur le lien pour le Discord, faites-moi signe et j'essaierai de voir ce que ça. Les matchs de minuit sont pas très tentants. Je crois que le match de minuit de mardi à mercredi, c'est Central Cordoba. Je sais plus contre qui, mais je sais que c'est Central Cordoba. Si, contre le Cerro Largo, je crois. Contre les Uruguayens du Cerro Largo. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais bon, bref, on verra. Si jamais ça me prend, peut-être que je lancerai un live. Donc voilà. Et dans la lucarne, donc probablement vendredi entre midi et 2. Entre midi et 2. Voilà, je vous tiendrai au courant sur l'heure exacte. Vendredi, comme on est un peu tranquille, peut-être que je ferai ça vers 13h. Peut-être plus. Tu vois, du coup, on est vraiment pile entre midi et 2. Mais oui, donc vendredi dans la lucarne, on se posera, on fera un petit point sur certains championnats de Hello et je vous donnerai 3 matchs. Je vous dirai 3 matchs à regarder dans le week-end qu'il ne faudra pas rater pour présenter un petit peu le week-end. Et ça sera l'occasion. Je vais le reformater un petit peu par rapport à ce que j'avais fait autrefois, mais le formater sur le sens, sur le côté. Je vous montrer un petit peu ce qui se passe sur certains championnats. Et donc, je ne sais pas si Nir est encore là. Préparez-vous à un but de malade mental. Voilà, je vous le dis clairement. Voilà, un but de malade mental. Je vous dis pas où, je vous dis pas qui, je vous laisse même pas chercher, mais vous verrez vendredi. Je fais mon super teasing. Hein, voilà, c'est 25 ans d'études de bande-annonce. Donc voilà. On se retrouve donc pour le prochain rendez-vous immédiat dans la nuit de mercredi à jeudi vers 1h30 du matin pour la soirée MLS. Il y aura de la Sudamericana en parallèle, mais on sera à fond sur la MLS. Merci à tous ceux qui étaient présents dans le chat aujourd'hui. 1h40, on est bien. Je suis pas trop mal dans les temps par rapport à ce que j'avais prévu. Un peu long, mais ça va. Merci à tous ceux qui écoutent cette émission en rediff, que ça soit sur YouTube ou en podcast. Voilà, j'ai réussi à le dire. L'émission va être postée sur YouTube dans la foulée. Et donc, on se retrouve pour le prochain live. On se retrouve à la rentrée pour un prochain Lucarne américaine parce que je le disais et c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Je conclus là-dessus. Il y a la Leagues Cup qui arrive dans 3 semaines avec des matchs quasiment tous les soirs. La Leagues Cup, l'affrontement de la MLS et de la Liga MX. Donc forcément, on va consacrer pas mal de live à cette compétition-là, même s'il y aura forcément un trou à un moment donné du côté du mois d'août, parce qu'il y a un moment où je vais peut-être faire un break aussi à ce moment-là. Merci donc à tous ceux qui étaient présents dans le chat. Bonne nuit à tous ou bon match si vous allez voir du foot. Merci à ceux qui écoutent les replays ou les regardent. Merci à ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux, à ceux qui s'abonnent quand ils le peuvent, notamment sur Twitch. Et puis on se dit donc dans la nuit de mercredi à jeudi pour de la MLS. Salut tout le monde.